Chers amis des mots, je vous souhaite la bienvenue sur Sentimentalité, le podcast où on parle émotion, santé mentale et littérature. Je m'appelle Stéphanie Manita, je suis écrivaine et je vous invite à explorer avec moi tout ce que ce mélange peut donner auprès de mes bouquins ou de mes invités. C'est parti! Le samedi 26 avril 2025, j'ai reçu Elisa Alberti. Je l'ai rencontrée dans un cadre professionnel dans lequel, ensemble, nous avons accompagné les plus démunis du canton de Genève. Un jour, j'ai vu une Elisa Alberti autrice me suivre sur Instagram et c'est ainsi que nos lignes se sont véritablement rapprochées. Bien au-delà de notre relation, Elisa est avocate. Fille d'une mère tchèque et d'un père galicien, elle a grandi en Suisse dans un environnement riche de cultures différentes. En couple depuis plus de 20 ans, elle a 3 enfants de 16, 10 et 3 ans et se passionne pour l'aquarelle en plus de l'écriture. En 2020, à quelques mois d'intervalle, elle sort en auto-édition sa trilogie Quand je respire, qui nous fait voyager aux États-Unis au milieu de 2 jeunes gens plutôt malmenés par la vie. Depuis, et en véritable artisane du livre, elle a terminé la saga en éditant un 4e tome, ainsi qu'une version reliée magnifique pour lui faire honneur. Elisa a également sorti des one-shots comme Petite et Tu n'étais pas prévu, qui sont ses best-sellers aujourd'hui. Quelque chose me dit qu'elle n'est pas prête de s'arrêter de créer. C'est avec un immense plaisir que je vous présente Elisa aujourd'hui, surtout parce que nous allons parler de dépression postpartum. Non, ne partez pas tout de suite. Notre discussion traite certes d'un thème difficile, mais nous abordons avec humour et sincérité comment Elisa a surmonté cette épreuve et comment l'écriture lui permet de s'évader d'un quotidien chargé pour trouver une forme d'équilibre à soi. Vous allez voir, ça va être passionnant. On y va ? Je vais en haut. Waouh, c'est trop beau. j'aimerais acheter au magasin. C'est trop bien. J'admire les nouvelles voitures de Fébichou. Ah oui, nouveau dernier cri, dernier modèle avec option et tout. Il y a une petite main, c'est parce que je veux parler, c'est ça? C'est ça, voilà. Je teste l'appli. Hein. Oui. Parfait. Alors, si nous sommes prêtes toutes les deux, on va commencer. Alors, bonjour Elisa, comment tu vas ce week-end? Coucou. Ça va bien et toi? Ça va, tranquillement. Alors, bienvenue et on est là Merci. pour parler santé mentale, émotion et Eh oui. écriture, vaste programme. Eh ouais. Et comme je t'ai déjà présenté en off, comme je t'avais expliqué avant l'interview, et qu'on va revenir sur tes actualités à la fin, j'aimerais te poser ma toute première question que je pose un petit peu à tout le monde. J'aimerais que tu me dises en toute sincérité et à ton avis, pourquoi j'ai pensé à toi sur la thématique de la dépression postpartum en lien avec l'écriture aujourd'hui. Alors, je sais qu'on a parlé de ça ensemble plusieurs fois, je pense. Ça nous est déjà arrivé plusieurs fois. Moi, j'ai pas caché que j'en avais fait une et tout. J'écris, donc je suppose que... Et j'ai écrit... Enfin, ça a impacté mon écriture et j'en ai parlé. Et je sais plus si on en a parlé directement ensemble, mais je pense que on a dû aborder le sujet aussi. Ça a impacté mon écriture. Je pense que ça l'impacte encore aujourd'hui et ça l'impactera, à mon avis, toute ma vie, quoi. Une fois que ça arrive, je pense que ça impacte toute sa vie. Et je suppose que c'est pour ça. À part s'il y a une autre. Non, c'est vraiment... Je rends très bien à la caméra, donc peut-être... voilà, mais tout à fait. Mais clairement, c'était la raison numéro 1. Mais oui, je sais bien, mais j'allais pas la donner. Voilà. Non, alors effectivement, ce qui est intéressant déjà, c'est que il me semble qu'on a abordé effectivement la dépression postpartum, Ouais. mais pas forcément en lien avec l'écriture, donc c'est parfait parce que j'aime bien mêler les deux, donc c'est nickel qu'on parte là-dessus. Ouais. Alors je sais que c'est pas la première fois que tu te fais interviewer, tu es déjà passé dans au moins un autre podcast parce que tu es au moins une véritable star. Au moins. Mais je me dis que ce oui-là que tu m'as offert, merci pour ça, ça peut quand même sous-tendre à, je sais pas, un petit peu d'angoisse ou en tout cas un genre d'exposition par rapport à la thématique quand même qui est assez intime. Et du coup, je me demandais pourquoi est-ce que tu m'as dit oui? Alors déjà, j'adore ton podcast. Je crois Merci. que c'est une surprise. Donc forcément y apparaître, c'est trop bien.
On a, je trouve, des échanges qui sont très riches, très intéressants, toujours très intéressants. Et la raison, puisque tu m'as posé la question et tu m'as tout de suite dit que c'était pour parler de ça, de la thématique de la dépression postpartum. J'en ai pas fait une histoire monstrueuse, mais j'en ai parlé à plusieurs reprises sur les réseaux, enfin sur Instagram essentiellement. Et en fait, je me rends compte que je trouve que ça va directement dans la ligne que je suis depuis quelques mois, années, je dirais, qui est d'aborder ce genre de sujet pour qu'il soit plus tabou, pour qu'il soit plus caché, parce qu'en fait, c'est pas une honte, et je pense que plus on va en parler, de la dépression postpartum, mais d'autres choses aussi, typiquement tout ce qui entoure la maternité de façon générale, c'est très romantisé, c'est très édulcoré, et il y a plein de nanas et de plus en plus de femmes qui témoignent en disant mais en fait on m'avait pas prévenu que ça allait être galère quoi. Je trouve que c'est super important et je me trouverais un peu hypocrite de dire oui il faut en parler machin, mais moi ça m'est arrivé mais je ne dirai rien, genre voilà, je garde le secret ou je sais pas quoi, enfin ou oui alors encore une fois, il faut en parler, mais c'est pas du tout une obligation. Je le fais moi parce que ça ne me dérange pas d'en parler, mais je peux tout à fait comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'en parler. La même chose pour le deuil périnatal, les fausses couches, les choses comme ça. Les gens n'en parlent pas, on le dit pas et tout. En fait, faut en parler, mais évidemment, c'est pas une obligation parce que ça peut être très difficile aussi d'en parler. Moi, je ressens pas une difficulté particulière à en parler. Je ne crie pas sur les toits tout simplement parce que le thème, le sujet n'est pas abordé dans ma vie de tous les jours, mais j'ai aucun problème à en parler et je me suis dit du coup bah voilà, faut se lancer quoi. Si moi ça me pose pas de problème d'en parler et que je me dis que ça peut faire du bien à des gens, bah ça peut aider, ça peut voilà, bah tant mieux quoi, tant mieux. Donc à moi de le faire quoi. C'est très généreux, en tout cas, ça me fait trop plaisir. Merci, Elisa. Ouais, ça me fait très plaisir d'aborder ce sujet avec toi parce que, comme tu le dis, ça fait partie des nombreux sujets qui sont pas beaucoup abordés ou en tout cas abordés avec une certaine pudeur, ce qu'on peut tout à fait comprendre, effectivement, comme tu dis, pour certaines personnes qui sont moins à l'aise. Mais c'est vrai que c'est sûr que je suis un peu dans cette ligne aussi et c'est pour ça que j'invite des gens maintenant sur le podcast, c'est parce que il y a des personnes qui sont tout à fait ouvertes comme toi à parler de thématiques difficiles et puis bah ça peut aider au moins une personne qui pourrait tomber malencontreusement en fait sur cet épisode de podcast. Une personne me dit je suis dedans, ça me parle ou je l'ai vécu ou machin, je suis contente quoi. Ouais. Donc et c'est arrivé justement, on en parlait l'autre fois. Quand à un moment donné, j'ai abordé la question, le sujet sur Instagram, j'ai reçu, en fait, alors, plein de messages hyper choux de soutien, enfin, vraiment adorables, voilà. Mais aussi, quelques-uns qui m'ont dit merci d'en parler. Une qui m'a dit je suis en plein dedans, donc merci, quoi. Et en fait, je m'attendais pas du tout. Et en fait, ça montre que les gens le vivent, mais ils en parlent pas, soit ils osent pas, soit ils ont pas, en fait, ils ont pas une plateforme, quoi. Et tout d'un coup, on leur ouvre pas la porte pour en parler. Et voilà. Et ça m'a fait dire que c'était d'autant plus important, quoi. Ouais, puis que les gens viennent te dire merci, c'est vraiment, ça montre que peut-être il y a une recherche de ça aussi, d'un endroit où oui, en fait, voilà, surtout que j'ai rien, j'ai donné 0 piste, je leur ai pas dit il faut faire ci, il faut faire ça ou rien du tout. Je leur ai dit voilà, ça m'est arrivé, ça a été comme ça pour moi. Et pourtant, les gens se sont sentis comme si j'avais ouvert un truc et ils pouvaient le dire, quoi. Donc voilà. Je me dis, c'est la preuve, je pense que c'est d'autant plus important. Alors que j'ai pas une énorme audience, hein, j'ai pas 1 milliard de followers et tout. Et même parmi cette petite poignée de personnes, j'ai eu beaucoup de réactions. Donc ça fait dire que je pense qu'il y a un besoin, en fait, quelque part, quoi, d'en parler. De la santé mentale de façon générale. Je pense que ça, c'est une tendance qui arrive actuellement et qui est la bienvenue. Il faut parler de la santé mentale parce que c'est longtemps resté soit un tabou, soit une honte, soit les deux à la fois. Et encore aujourd'hui, dans pas mal de groupes, de cercles familiaux aussi, de cercles de proches, il faut surtout pas en parler. C'est très mal adapté au monde du travail, à la société actuelle. Voilà, les gens qui pètent une durite parce qu'il y a un truc qui va pas et tout, on leur donne pas d'excuses, on comprend pas, on veut pas connaître le contexte, on veut pas savoir qu'est-ce qui a conduit à ça. Donc je pense que plus on en parlera,
plus, déjà, ça amènera à une prise de conscience de la part de la société, des gens et tout ça, et donc des changements. Je veux dire, des changements dans la prise en charge, dans la réaction des gens autour, dans le soutien qu'on peut recevoir, voilà, dans les aides mises à disposition et tout. Donc voilà, c'est fondamental, je veux dire. Après, on n'en a pas tous besoin, hein, on est tous différents, voilà. Mais le fait d'en parler, ça va forcément amener à une prise de conscience et du coup à une évolution de la prise en charge, quoi. Et ouais, et rien que le sentiment aussi de je suis pas toute seule ou tout seul à Exactement. traverser ça. Des fois, ça suffit en fait. Des fois, ça suffit à une personne. Tout le monde n'a pas besoin d'une prise en charge, qu'elle soit médicale ou autre, mais des fois, juste en parler et pas avoir ce sentiment de je suis toute seule, c'est une honte, faut pas que je le dise. En fait, moi, dès que j'ai mis un mot là-dessus, je crois que ça m'a aidé en fait. Ça m'a aidé en fait, ouais. Justement, je voulais revenir un peu sur cette prise de conscience et aussi revenir sur ce qu'on a dit, que tu dis que c'est important d'en parler, mais aussi le fait que chacun vit la chose en question d'une manière différente. Et là, en l'occurrence, j'aimerais bien que tu me dises, sans faire forcément une définition classique de ce que tu as traversé, mais plutôt ta définition et comment toi, tu as traversé cette dépression postpartum. Et puis, quand est-ce que ça s'est manifesté aussi, puisque tu as 3 enfants, comme je l'ai présenté, et ça n'est arrivé que pour le dernier, si j'ai bien compris. Oui. Ouais. Alors bon, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'étais absolument pas inconsciente de l'existence de la dépression postpartum. J'étais tout à fait au courant que ça existait, que ça pouvait arriver. Je me sentais pas particulièrement immunisée et d'autant plus qu'on vivait une période très particulière. Et je pense que c'est pour ça que c'est arrivé à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est hyper important en fait de le savoir. Mon fils est né, donc c'est mon 3e. Il est né à un moment donné où on avait vendu notre maison dans laquelle on habitait depuis 11 ans. Ça a été très difficile pour moi, même si c'était une décision tout à fait voulue, hein, un choix et tout ça. Mais ça n'empêche pas que c'est difficile de quitter le lieu où on a vécu aussi longtemps et où, mine de rien, on se sent bien, même si c'est pas forcément, même si on a décidé de partir. Donc on l'avait vendu, on était en plein stress de l'achat de la nouvelle maison, donc là où on habite maintenant, et qui a été très très compliqué. Je vais pas forcément entrer dans les détails parce que c'est pas forcément pertinent, mais ça a été très compliqué, donc une énorme source de stress. Je pense qu'il y a des choses qui se sont passées avant, en fait, qui sont entrées dans le ligne de compte, des choses très très difficiles qui me sont arrivées avant que je tombe enceinte de mon fils, qui en fait, à ce moment-là où après l'accouchement, on a les hormones complètement en vrac, ressortent en fait finalement. C'est des choses qui ressortent. Alors j'étais d'autant plus consciente que ça pouvait arriver parce que je vivais une période stressante. Et ça ne m'a pas du tout empêché de tomber en plein dedans et de ne m'en rendre compte que plus tard. Enfin, quand je dis plus tard, ça n'a pas duré très longtemps non plus, hein, mais de vraiment réaliser que ce que je vivais, c'était pas seulement dû au stress. Mon mal-être et tout n'était pas seulement dû au stress. Parce que moi, j'ai mis le compte là-dessus. C'est normal, t'es stressé, c'est normal en fait, t'es en train de déménager, t'as encore plein de doutes sur l'avenir et tout, cet achat est compliqué, machin et tout. C'est normal d'être stressé. C'était du stress et c'est resté du stress jusqu'à qu'en fait, je crois que c'est mon compagnon, quand on a parlé à quelqu'un d'autre, je ne savais pas quoi faire, et j'ai réalisé que ça n'allait pas. Et je pense que c'est comme ça que plus ou moins j'ai compris. Je savais que j'allais pas bien, hein, mais de poser ce mot-là. De poser ce mot-là, de dire vraiment non, ça va pas du tout en fait. C'est pas que du stress quoi. C'est venu un peu plus tard. Alors que voilà, encore une fois, j'étais parfaitement consciente que vu la période, j'étais totalement susceptible de vivre ça. Je pense que je peux aller rechercher les messages que j'ai échangés avec ma meilleure amie. Parce que quand je suis rentrée de la maternité, il nous est arrivé encore plein de trucs. Enfin bref, ma voiture est tombée en panne, elle est partie à la casse. Bref, j'avais le petit dans la voiture, j'ai dû courir chercher ma fille. Enfin bref, un truc comme ça. Et j'explique ça à ma meilleure amie. Et elle me dit, mais tu fais gaffe quand même, hein, t'as accouché à 3 jours et tout. Puis j'ai dit, oui, alors t'inquiète, je sais que je dois faire attention, c'est une période stressante. Vraiment, la meuf, quoi. I know. Et bam, quoi, tu sais. Et je suis tombée en plein dedans, quoi. Et bien sûr, c'est pas un matin où je me suis levée et j'allais pas bien, hein. C'est allé très très progressivement et ensuite ça fait des vagues. Même une fois que ça va mieux, ça fait des vagues et tout. Enfin voilà quoi. Pour moi, la définition de ce que moi j'ai vécu, j'appelle ça ma descente aux enfers. Voilà. Okay. C'est clair. Super positif. Moi, je vois ça
comme un gouffre. Voilà. Et comment dans le quotidien, comment ça s'illustrait, si tu veux bien donner quelques détails? Ouais. Alors, je pense que on va dire, il y a deux choses. Il y a dans le corps, enfin la tête et tout ça. Là, ça va être une angoisse permanente. Donc, en fait, le ventre noué en permanence. Mais en permanence, ça va être des pensées. Alors ça, c'était très très frappant chez moi. Je sais pas si c'est le cas chez d'autres, mais c'est des pensées obsessionnelles en fait. C'est-à-dire, j'avais un problème. J'appelle ça un problème, on va dire, mais j'avais un souci, une inquiétude, on va dire. Voilà, à un moment donné, c'était le prix de l'accouchement. C'est débile, mais en fait, comme on habitait en France et j'avais accouché en Suisse, la sécurité sociale, elle prenait pas en charge. En fait, elle payait pas. C'est moi qui devais avancer l'argent et après me rembourser. Voilà. Et en fait, j'ai aucune idée de combien coûte un accouchement en Suisse. Je savais combien avaient coûté mes 2 premiers accouchements qui avaient été pris en charge directement, mais je savais que ils avaient été pris en charge parce que à ce moment-là, j'étais assurée comme il fallait, machin et tout, enfin comme il fallait, c'est-à-dire différemment. Et du coup, j'avais pas vu l'argent passer et tout ça. Du coup, j'étais obsédée par ça parce que je savais pas du tout combien ça allait me coûter. En fin de compte, j'étais partie sur l'idée que ça allait coûter pareil que pour mes filles. Et je voyais sur Internet, c'était du simple au double. Enfin, je veux dire, ça partait dans des montants énormes et tout, parce que totalement inintéressant pour le podcast, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, le prix que paye l'assurance maladie pour un accouchement, c'est pas du tout le prix réel, en fait. Genre, on est de l'ordre pour le bébé et la maman, de moins de 10 000 balles. Et en fait, si on met un véritable coût là-dessus, c'est plutôt dans les 50 000, quoi. Donc, en fait, quand je savais pas ce que moi, j'allais devoir payer réellement parce que je savais pas sous quel régime ils allaient me mettre, ça m'angoissait. Et en fait, je pouvais passer littéralement, heureusement que je devais amener mes enfants le matin à l'école, enfin mes filles, ensuite à midi, rebelote, j'allais en chercher une et le soir, ils arrivaient. Mais entre ces deux périodes-là où il y avait mes enfants, je passais des heures à chercher sur Internet, à réfléchir à comment faire, combien ça allait me coûter et tout. Voilà, ça c'était une pensée obsessionnelle. Dès que je résolvais plus ou moins pour, en tout cas, la journée, ce problème-là, il y en a un qui venait derrière et qui était pour moi, enfin, ça tournait en permanence. Voilà. Donc après, c'était un autre problème, genre comment j'allais m'organiser avec la crèche. Ensuite, ça a été avec les trains depuis là où j'habite maintenant jusqu'au travail. Après, c'était autre chose, après autre chose, après autre chose. Enfin bref, c'était des pensées comme ça obsessionnelles qui me prenaient toute la journée. Et le deuxième aspect celui-ci était visible, parce que forcément, quand tu as des pensées obsessionnelles, personne ne les voit, c'est que j'ai arrêté de manger, en fait. Voilà, j'ai arrêté. Donc, j'ai plus mangé du tout. Je pense, j'ai dû manger parce que je suis encore en vie, mais vraiment le minimum vital, quoi. J'ai perdu 35 kilos en 3 mois, je crois, quelque chose comme ça, à peu près. Même en moins, en 2 mois à peu près, parce que le premier mois, j'ai réussi plus ou moins à gérer. Je pense que c'est pour ça que je dis c'est une descente progressive. Bon, j'ai perdu à peu près 20 kilos. Non, pas 20 kilos. J'ai perdu les 12 kilos que j'avais pris pendant ma grossesse. Je les ai perdus en une semaine, 10 jours à peu près. Donc déjà, c'est un peu trop rapide. Et ensuite, ça a été plus ou moins. Et après, à partir du mois de mai, moi, c'est à partir de ce moment-là, à partir du mois de mai et jusqu'au mois de juillet, j'ai perdu 35 kilos, quoi, à peu près. 30 kilos. Je buvais beaucoup parce que j'allaitais mon fils, donc il fallait que je boive. J'avais encore cette idée-là, il faut t'hydrater pour faire du lait, quoi. Qui est tout à fait vrai comme idée, mais il faut aussi que je mange, quoi. Bref. Mais par contre, manger, je pouvais pas, en fait. C'est-à-dire que quand je mangeais, j'avais envie de vomir, ça passait pas, j'avais pas d'appétit. Donc voilà, ça c'est le signe le plus flagrant, on va dire. Jusqu'à qu'un jour, je peux te dire exactement où je me situais. J'ai eu de la peine à marcher, quoi. Je me suis dit, là, je suis très faible, quoi. Je me suis dit. Ça n'a rien changé, hein. Je continue à pas manger, hein. Mais petit à petit, il y a des signes, quand même, qui sont arrivés à ma conscience, quoi. Parce que tu te rends pas compte, tu manges pas, t'as pas faim, bon, parce que je suis stressée, tu comprends? Voilà. C'est pas que c'est pas, j'ai déjà été stressée dans ma vie. Je veux dire, il m'est arrivé plein de trucs dans ma vie, quoi. J'ai 40 ans aujourd'hui, donc il m'est arrivé plein de trucs et j'ai jamais arrêté de manger, quoi. Jamais. Mais ça m'a quand même pas fait tilt, en fait, jusqu'à un certain stade. Où là, en fait, c'est en voyant une autre jeune maman qui était pas bien et en voulant lui envoyer des ressources, donc en cherchant un peu à qui elle pourrait faire appel et tout, que je me suis dit... Peut-être que je suis un peu dedans aussi. Aussi, quoi, ma fille, tu sais. Et là, j'ai cherché... Il y a un service exprès à la maternité de Genève
Et je me le suis ouvert sur mon navigateur, sur mon attel, et puis je l'ai gardé ouvert sans jamais appeler, mais j'avais ce numéro, quoi. Et là, je me suis dit, ouais. Mais bon, j'ai quand même pas fait le pas, mais je l'avais. C'est les deux signes, les pensées obsessionnelles, vraiment, et la perte d'appétit, quoi, on va dire. Et c'est vrai qu'on peut penser, quand tu m'as parlé d'abord des pensées obsessionnelles, je me suis dit, mais en fait, c'est tellement facile pour, surtout en état de fragilité comme ça, avec tous ces changements, déménagements, tout ça, le petit qui est encore petit, les grands qu'il faut encore gérer, de se dire, en fait, j'ai des pensées comme ça où j'essaie de me rassurer, et c'est de stress. En fait, c'est très facile de faire l'amalgame. Ah bah oui, bien sûr. Mais on voit effectivement que c'est d'une manière extrême, surtout ça te prend toute la journée. En fait. Je pense que c'est le côté pathologique qui fait que c'est pas normal, quoi. C'est le côté répétitif. Je suis un peu une control freak, quoi. C'est pas nouveau qu'il y a des trucs qui m'inquiètent ou je sais pas quoi. Enfin voilà. Je suis pas une grande angoissée j'étais pas une grande angoissée de la vie, mais j'aurais pu me dire, comme tu dis, c'est une période de stress, donc c'est normal, en fait. Pour moi, c'était normal d'avoir ces pensées-là, parce qu'on vivait une période de stress. Et en un sens, oui, c'était normal. S'il était pas normal, c'était à quel niveau c'était et la façon dont ça a impacté le reste de mon quotidien, quoi, de ma vie, quoi. Donc, parce que je veux dire, on peut être stressé pendant un petit moment, quoi. Là, c'était en permanence. En fait, dès que j'étais seule, quoi, avec le petit. Parce que le petit, il faisait pas grand-chose, il dormait super bien, il était pas encore heureux. En fait, je pense qu'il a senti, en plus, c'est ça le truc. Ouais. Je pense qu'il a senti puis qu'il était extrêmement calme. Très, 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 très calme, quoi. Donc, je devais m'occuper de le maintenir en vie, quoi. À peu près tout ce que je faisais, quoi, tu vois. Et je pense que pour ça, ça a pas été trop grave. Parce que j'avais connaissance de témoignages de mamans qui avaient carrément abandonné leur enfant ou envisagé de l'abandonner, qui n'étaient pas rentrées avec depuis la maternité, par exemple. C'était déjà arrivé, quoi, de le mettre à l'adoption parce que tout d'un coup, il y a un blanc, quoi. Là, j'ai une question qui me vient, mais tu penses que le fait que tu aies eu 2 autres enfants avant, ça t'a aidé, ou en tout cas, ça a aidé ton corps à se dire, c'est ça qu'il faut faire, en mode automatique? Ouais, de m'occuper de lui, oui, je pense, ouais. Ouais, je pense. J'avais pas besoin de réfléchir à comment faire. J'étais pas angoissée par rapport à est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien. Enfin, je veux dire, personne n'est parfait. Je suis pas une maman parfaite, hein. Mais dans le sens où comment est-ce qu'on met une couche. Enfin, est-ce que combien de couches je dois acheter, combien je dois lui donner à boire, à manger, comment je dois l'allaiter, alors que j'avais eu un allaitement très très facile pour ma deuxième, donc, et assez long, donc tout ça c'est des gestes qui sont venus naturellement par habitude, et c'est clair que ça a facilité les choses dans le sens où j'avais pas cette angoisse supplémentaire que j'aurais eu si ça avait été un premier, ouais, je pense, ouais. C'est intéressant de voir la descente, même si elle est lente, entre guillemets. Ouais. Bon, on dit c'est lent, mais... une vie, c'est rapide, hein, parce que... Oui, justement, j'allais dire. Tu vois, en 2 mois, quoi. Mais en fait, c'est lent dans le sens où... C'est insidieux, en fait. Tu t'en rends pas compte, d'un coup. Alors que je pense qu'en fait, elle est arrivée... Dès presque avant l'accouchement, finalement, parce que j'étais déjà angoissée à ce moment-là. À cause du stress et tout, et je pense que c'est à ce moment-là que les choses se mettent en place, quoi. Et après, ça dépend comment tu gères. Ouais, puis effectivement, quand tu dis à l'accouchement, t'as encore d'autres hormones qui arrivent et qui chamboulent l'état hormonal dans lequel t'as été pendant 9 mois, et du coup, ça te fait tout sortir, quoi. Ouais, exactement, ouais. J'évolue sur une ligne de questions un peu parallèle pour revenir à l'écriture, mais on reste quand même dans le thème, on va faire le lien entre les deux, mais tu as partagé pas mal sur les réseaux ces derniers temps sur le fait que tu as pris conscience que ton rythme d'écriture habituel était un peu fonctionnait d'une certaine manière, mais c'est pas la manière qu'on peut voir, genre écrire 15 minutes par jour ou faire des plans comme ça. Toi, t'as une façon d'écrire qui se reproduit un petit peu de projet en projet, même si chaque projet est différent, où tu vas beaucoup écrire dans une période et puis plus rien écrire pendant une période, et après tu vas rusher sur la fin de ton manuscrit. Exactement, et c'est souvent comme ça que ça se produit. Est-ce que justement tu peux nous parler un petit peu de ça avant qu'on fasse le lien avec cette période de dépression postpartum? Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours écrit dans ma vie. Ça, c'est depuis que je suis petite, j'écris des histoires et tout.
Et j'avais jamais vraiment fini un projet jusqu'à le premier roman que j'ai publié en 2020. Et depuis, j'en ai publié donc 6. Les 4 tomes de Quand je respire, Petite et tu n'étais pas prévue. Et c'est que là, en fait, c'est qu'avec le projet que je suis en train d'écrire maintenant, que je réalise qu'en fait, à chaque fois, le même schéma s'est présenté. Je dirais sauf pour Petite, mais je reviendrai juste après pourquoi c'est différent. Et c'est exactement comme tu dis, je commence et ensuite je peux écrire. Alors ça dépend du temps que j'ai à disposition. J'ai très peu de temps à disposition. C'est aussi, je pense, pour ça que j'écris comme ça. Où je vais écrire pas mal. Je vais écrire beaucoup et assez vite. En fait, voilà, quand je suis lancée, j'arrive à écrire pas mal de... Je sais pas quelle est la moyenne, j'en sais rien du tout. Je me suis jamais renseignée. Mais je vais écrire pas mal de mots, on va dire, pendant plusieurs jours. Des fois pendant 1 semaine, 2 semaines, maximum 3 semaines, on va dire. Et après, plus rien. Mais quand je dis plus rien, c'est si j'arrive à écrire 10 mots ici et là, c'est cool, quoi. Et ça peut durer plusieurs jours, semaines, voire mois, des fois. Alors maintenant, moi, ça n'arrive plus trop parce que je pense que j'ai pris un rythme dans l'écriture et tout. C'est vrai que Quand je respire, par exemple, c'est arrivé la fois où j'ai écrit les 3 premiers tomes d'un coup. Je les ai écrits sur une année entière et il y a des mois entiers pendant lesquels j'ai rien écrit, quoi. Mais j'avais aucune pression. J'ai pas vraiment de pression aujourd'hui, mais un petit peu dans le sens où maintenant je sais que je vais jusqu'au bout, je sais que j'ai des projets pour le prochain roman, etc. Donc entre guillemets, la pression que je me mets sur moi-même, on va dire, je l'avais pas pour Quand je respire. Je savais même pas si j'allais finir d'écrire cette histoire, je savais pas encore où j'allais aller jusqu'à ce que j'approche vraiment de la fin. Donc j'avais zéro pression. Donc pendant plusieurs mois, des fois j'écrivais pas. Et j'ai réalisé là, pour ce projet à l'heure actuelle, que c'est vraiment mon fonctionnement. Et sur la dernière partie de l'écriture, en général, comme tu dis, je rush. Mais je rush pas parce que je me force. Je rush parce que... Ça coule tout seul. Voilà. Ça coule tout seul. Ouais, voilà, exactement. Et ça c'est le flow. Le flow. Tu sais ce que c'est que le flow? C'est genre, t'es euphorique, quoi. Ça, j'adore. Ça, c'est la meilleure partie. Il y a juste, donc, ce que je disais au début, Petite, que c'était différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour Petite, je me suis dit, il y a le NaNoWriMo qui arrive. C'était en novembre 2020. Vas-y, teste-toi. Je l'ai pas fait officiellement. Je me suis fait mon NaNoWriMo personnel, quoi, mon défi personnel. Je me suis dit, allez, vas-y. T'as commencé ce roman. Profite de ce défi personnel que tu te lances pour écrire tes 50 000 mots en un mois. Donc, j'ai rushé sur un mois. J'écrivais tous les jours. Mais c'était une période, j'avais 2 enfants. Elles étaient déjà un peu plus grandes. Voilà. C'était un peu plus simple, on va dire, de le faire. Aujourd'hui, je pourrais pas le faire du tout. Et du coup, je l'ai quasiment fini à la fin du mois de novembre. Après, il me restait encore quelques... Mais rebelote, à la fin du mois de novembre, j'avais atteint mes 50 000 mots. Et après, le nombre de mots par jour, le nombre de jours que j'écrivais, il a drastiquement diminué. Okay. Et de nouveau, pendant quelques jours, des fois 1 semaine ou 2, j'ai pas réécrit. Et après, je l'ai terminé. Ouais, c'est vraiment un schéma chez moi, comme ça. Voilà, ça marche comme ça. Au début, ça m'inquiétait un peu parce que quand t'écris pas pendant plusieurs jours ou semaines, déjà de une, c'est pas classique. J'ai l'impression que c'est pas classique. Bon, moi, je déteste les règles. Il faut écrire tous les jours, sinon t'es pas un bon écrivain, blablabla. Alors moi, tu me dis ça, je fais tout le contraire. Alors, sachant que Elisa est avocate qui déteste les règles, voilà, c'est un paradoxe ambiant. Voilà. Tout ce qui dépasse le droit, moi, je respecte rien. Donc tout simplement parce que je suis pas capable en fait de faire ça. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie non plus, j'ai pas la charge mentale en fait de tous les jours écrire et tout. Il faut aussi que j'ai d'autres choses à faire en fait. Voilà. Au début ça m'a stressé un peu parce que ça entrait pas dans les cases, parce que j'avance pas vite. Je vais pas écrire 4, 5, 6 romans par année comme certains le font. Un roman, ça peut me prendre 1 année à écrire. Ça va souvent me prendre 1 année à écrire. Après, si je mets bout à bout les périodes d'écriture, on est plutôt dans les 4-5 mois, des fois 6 mois. C'est quand même plus court, mais ça me prend en tout quand même 1 année d'écrire un roman parce que j'y consacre pas énormément de temps. Et maintenant, je stresse plus en fait. Ouais, mais surtout, j'imagine qu'à partir du moment où tu as pris conscience de ça, Exactement. Tu te dis, c'est ma façon de fonctionner et puis YOLO, quoi. Ça, en fait, c'est un soulagement, quoi, parce que tu sais que finalement, il n'y a rien qui cloche. C'est juste que c'est comme ça. Et en fait, on est tous différents. On a tous une méthode. Je me rappelle que tu as déjà plusieurs fois expliqué que toi, tu avais une saisonnalité dans ton écriture et que, en fait, tu l'avais aussi accepté comme ça. Et puis... organiser en fait ton quotidien d'autrice comme ça, quoi. Puis voilà, je pense qu'on est tous différents par rapport à ça. Ça peut changer.
Moi, je sais pas, hein, peut-être quand j'aurai un peu plus de temps, quand mon dernier sera plus grand, peut-être ça va changer, quoi. J'en sais rien. Mais en attendant, j'ai décidé que c'était un stress que je ne voulais plus avoir. On a trop de stress, on va pas s'en rajouter. Là, c'est bon, quoi. Et en parlant de changement, justement, bon, alors à cette période-là, j'imagine que tu n'avais pas conscience, puisque tu dis que c'est une prise de conscience récente, ce fonctionnement-là, en tout cas, même si tu l'avais déjà avant. Mais est-ce que pendant, du coup, cette dépression postpartum, avec le recul, ça a changé? Est-ce que ça a impacté ton écriture, en fait, cette période-là? Enfin, ça a impacté ta vie, on l'a bien compris, mais ouais. Du coup, j'imagine Alors, que j'ai pas écrit, quoi. J'ai pas écrit, j'ai dû écrire 3 lignes. Okay. Voilà. En fait, il y a une chose que j'ai réalisée aussi, je saurais pas te dire quand, mais je crois que j'ai besoin d'aller bien pour écrire. Même si j'écris un truc difficile et tout ça, je peux pas écrire si je vais pas bien, en fait. Donc là, j'ai pas pu écrire, quoi, très clairement. J'ai écrit 3-4 pages sur un carnet quand j'étais au parc avec mes enfants, quoi. Parce que pendant cette période-là, j'étais pas au fond du bac H24. J'étais au fond du bac H20. Mais il y avait quelques heures par jour où ça allait bien, et c'était quand il y avait, en fait, quand j'étais plus seule, déjà, j'ai réalisé que j'avais besoin qu'il y ait des gens pour me sentir mieux. Les heures où j'étais seule à la maison, donc quand mes enfants étaient à l'école, mon compagnon était au travail, c'est un brouillard, en fait. C'est le gouffre, quoi. C'est le noir, je sais pas comment dire pour faire comprendre à quel point c'est horrible. J'ai encore le souvenir de 2 jours où je crois qu'à un moment donné, j'ai un peu lâché l'affaire. Bon, j'étais un peu malade aussi, j'avais mal à la gorge et tout. Et j'ai dormi, je me suis couchée et il y avait un silence. Et je me suis dit, je vais pas tenir, c'est horrible ce silence. Enfin, j'avais mon fils qui dormait à côté de moi et tout. Et c'était horrible, quoi. Horrible. Et j'aurais jamais pu écrire pendant cette période-là. Je peux pas non plus écrire quand j'ai un gros conflit avec quelqu'un, ou bon, ça arrive pas très souvent, mais ça peut arriver. Enfin, voilà. Ou quand je suis vraiment pas bien à cause de quelque chose qui va se passer dans le monde, quoi. Ça peut arriver aussi. Donc ouais, ça impacte pas mal mon écriture, ouais. Donc je pense pas que c'était aussi fort avant. Je pense que j'ai appris à gérer. Je te l'avais dit, hein, j'ai perdu ma maman et j'ai écrit petite quelques mois après avoir perdu ma maman. Je pouvais pas être bien, tu vois, mais c'est différent. Parce que là, tu apprends à gérer une perte. Donc, c'est un truc qui est permanent. Donc, heureusement que j'ai réussi à écrire quand même malgré tout. Donc, j'arrive à écrire même s'il y a des choses difficiles dans ma tête et dans ma vie parce que c'est aussi la vie. Mais après la naissance de mon fils, non, là, j'ai pas pu écrire. J'ai essayé au début de relire, parce que j'avais déjà écrit une partie du tome 4 de Quand je respire, et je me souviens que le premier jour, on s'est installé dans la maison où on était en attendant d'emménager dans le canton de Vaud. Je me souviens d'avoir relu ce que j'avais écrit. La saga Quand je respire, c'est pas plein de paillettes et de papillons, hein, donc je crois que c'était pas une bonne idée. Mais j'ai rien réussi à faire de plus, quoi. Et après, j'avais déjà commencé Tu n'étais pas prévu aussi, et c'est ça que de temps en temps, j'ai posé 3 lignes quand j'étais au parc et tout. Mais j'ai pas pu faire plus. Donc non, clairement, j'ai pas réécrit de très longs mois pendant cette période, quoi. Ouais. Ok, c'est assez intéressant parce qu'on a toujours cette vision de l'écrivain ou l'écrivaine qui est au fond du gouffre, qui va tellement mal, qu'il est alcoolique, encore une qui va fois, se droguer, je suis pas dans les cases. Non, mais c'est hyper intéressant. Et puis j'entends beaucoup de témoignages aussi comme ça d'autrices, d'auteurs qui disent non, mais exactement comme toi, genre si je vais trop mal, j'arrive pas à me mettre dans le truc. Pas. Alors tu peux bien sûr t'inspirer des choses qui vont mal ou des choses que tu as traversées mais c'est vrai que et moi j'ai aussi cette tendance à dire j'arrive à écrire que des trucs tristes entre guillemets, mais c'est vrai que si je réfléchis, quand tu vas vraiment très très mal, c'est comme tout en fait, t'arrives pas à faire ce que tu aimes. Peut-être si j'écrivais quelque chose qui ressemblait à ce que j'étais en train de vivre, peut-être j'aurais pu le faire, je sais pas, hein, mais parce que la question finalement c'est pas posée à ce moment-là. Oui, forcément je m'inspire, hein, on est bien d'accord, parce que j'ai perdu des proches, et puis dans mes livres il y a souvent abordé la question de décès aussi de personnes proches. Et d'animaux, mais ça, il faut pas m'en vouloir. Voilà, c'est fictif. Hein. Oui, j'ai reçu de la haine pour certains animaux, mais pas pour les humains. Nathalie, on pense à toi. Donc forcément, ça a nourri mon écriture quand j'aborde ces sujets-là, quand j'aborde ce qu'on ressent à ce moment-là, etc.
Mais non, là, alors moi, là, j'étais pas capable, quoi. J'étais pas capable. Mais ça a pas non plus duré parce que finir, tu n'étais pas prévu. Et là, j'ai rushé. J'avais dû écrire un tiers et je pense les 2 derniers tiers, je les ai rushés alors que j'étais pas encore très, très bien. Mais en fait, là, ça m'a accroché et ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Donc, pendant toute une période du mois, quand mon fils est né en mars et puis je pense jusqu'en novembre à peu près, j'y ai pas touché, à part, comme je disais, 3 lignes au parc et tout. Mais après, j'ai rushé, quoi. Et puis en 2 mois, même pas 2 mois, je pense que je l'avais fini. Bah justement, je voulais repartir sur ce rapport à l'écriture et comment ça t'a aidé, mais avant, je voulais juste te demander, revenir un petit peu sur ce truc, tu sais, de perte de poids fulgurante que tu as eu. Tu as dit que c'était de mars à mai à peu près, c'était pendant 2 mois. Je pense de mai à juin. Ah voilà, et là juillet, ouais. Ok. En fait, c'est en juillet que je me suis pesée pour la première fois et que j'ai réalisé que j'avais le poids que j'avais quand j'avais 15 ans, quoi. Ah oui. Et puis t'es grande aussi. Enfin, je trouve quand même en taille, donc je pense que ça devait être un peu choquant. Alors moi, je réalisais pas. Enfin, mes pantalons me tombaient et tout, mais au-delà de ça, enfin, tu vois, t'es toujours un peu dans le déni, quoi. Enfin, voilà. Donc je réalisais pas forcément. Après, je le voyais parce que si tout d'un coup, je sais pas, quand je prenais ma douche et tout, donc oui, j'ai vu quand même que ça avait beaucoup transformé mon corps, quoi, parce que moi, j'ai jamais été toute fine, quoi, tu vois, c'est pas, voilà. Donc là, je pense que je l'étais vraiment devenue. Mais après, t'es tellement embourbé dans le noir que ça me passait au-dessus, en fait. C'est quand je me suis pesée, parce qu'on pesait les valises pour partir en avion. Puis je sais plus pourquoi, je me suis pesée, j'ai vu le chiffre et je dis putain. Et là, je me suis dit, ouais, là, ça fait beaucoup quand même. Et j'avais recommencé un peu à manger. Parce que mes filles étaient en vacances, j'étais plus toute seule toute la journée, donc tout de suite ça allait un peu mieux. Je sais pas si je suis descendue même au-dessous, j'en sais rien, voilà. Rassurez-vous, j'ai tout repris, hein. Les 35 kilos sont voilà. Je sais pas si les 35 kilos sont tous revenus, mais en tout cas, voilà. Ça va. C'était temporaire. Voilà. Non, mais en fait, je revenais sur cette question-là parce que je me disais qu'il avait fallu justement que tu récupères avant de pouvoir en fait te remettre à l'écriture, tout simplement. Tu parles de cette période difficile, de la descente aux enfers, et une fois que tu vas un petit peu mieux ou que tu commences à aller mieux, là tu peux reprendre l'écriture. Et c'est là que tu rushes. Et justement, en fait, ma question c'était plutôt dans quelle mesure l'écriture t'a aidé. En fait, j'avais plusieurs questions là autour. Je vais te dire lesquelles. Dans quelle mesure l'écriture t'a permis de prendre conscience de ton mal-être. Mais comme tu n'as pas écrit, est-ce que le fait de ne pas écrire justement, tu t'es dit, là je vais mal, plus mal que d'habitude en tout cas, ou pas tellement? Alors je pense pas que c'est l'absence d'écriture qui m'a fait réaliser, puisque à ce moment-là il y a rien qui m'a fait réaliser jusqu'à ce que j'apprenne que mon compagnon il en avait parlé avec sa famille et que là je me dise s'il lui voit que ça va pas, c'est que c'est vraiment alors que c'est il a plein de qualités, hein, mais l'empathie, c'est pas la première qualité chez lui, tu vois. Le fait de voir chez quelqu'un et de mettre des mots qu'il a mis avant moi, alors que moi, je suis très empathique. Vraiment, je vois quand les gens vont pas bien, je le ressens, je me sens pas bien et tout. Bref, c'est pas son cas. C'est pas grave, hein, chacun est comme il est. Mais que lui le voit, qu'il mette des mots et qu'il demande qu'est-ce que je fais avec ça, quoi. Ce truc qui mange plus à la maison. Et puis surtout qu'il m'avait jamais vu comme ça. Enfin, tu vois, ça fait 23 ans qu'on est ensemble. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très dynamique, de très enthousiaste, de très voilà. Donc c'est qui adorait manger en plus, qui mettent des mots. C'est ça qui m'a, c'est ça, je crois, qui a entamé la prise de conscience. Donc non, le fait de ne pas écrire, surtout que comme on a dit tout à l'heure, ça faisait un moment que c'était pas arrivé quand même, mais des semaines sans écrire, ça m'était déjà, voilà, c'était pas non plus sorti de nulle part, tu vois. Par contre, du coup, tu as dit juste avant que quand tu as recommencé à écrire, donc là, ça t'a fait beaucoup de bien, et puis t'étais à fond dedans.
Ah ouais, Est-ce que, du coup, tu crois que ça a fini de te faire guérir, entre guillemets? Parce que visiblement, tu avais déjà entamé quand même un processus, Oui. tu avais recommencé à manger, comme tu l'as dit. Ouais. Donc, Alors, ça va être, c'est un peu triste ce que je vais dire. C'est le travail, c'est reprendre le travail qui m'a aidé à aller mieux. ok. Ça veut pas dire que ça m'a guéri parce que je crois qu'il y a toujours un truc sous-jacent qui reste un petit peu comme ça. Mais je dis que c'est triste parce qu'en fin de compte, tu te dis, j'avais mon petit, j'aurais dû vouloir profiter de rester avec lui et tout ça, mais c'est vraiment de reprendre le travail qui m'a aidé. Et ensuite, ça a été progressif et c'est à ce moment-là que moi j'ai trouvé, c'est pas la période la plus dure, c'est faux parce que celle où tu bouffes plus, tu as des pensées obsessionnelles et tout, c'est quand même très difficile. C'est qu'après, la période, elle est assez, moi j'ai trouvé assez rude, c'est que tu as des périodes où tu vas super bien et tu te dis ça y est, je suis sortie du truc et tout d'un coup, bam, tu retombes et tu remontes et tu retombes et ça c'est hyper difficile je trouve à vivre. Mais j'avais déjà entamé le processus d'aller mieux et rusher sur l'écriture de Tu n'étais pas prévu, sur la fin et tout, ça m'a aidé. Ça m'a aidé, ça c'est sûr que ça m'a aidé parce que ensuite il y a eu la bêta lecture, j'ai eu des retours super enthousiastes et tu vois en fait ensuite j'ai été inondée de positivité quoi. Et je me souviens que le jour de sa sortie, j'allais super bien quoi, tu vois, j'étais trop heureuse quoi, tu vois. Après tu retombes parce qu'il y a encore autre chose, etc. Donc ça, le processus continue, mais après les vagues elles s'espacent, elles sont moins hautes et tout, donc ça va. Après ça s'équilibre on va dire, mais je pense que oui ça m'a aidé, ouais ça m'a aidé. C'est comme une reprise de contact en fait. Tu reprends contact avec un monde extérieur, t'es plus juste chez toi. Et tu puis retrouves avec tes quelque collègues. chose de positif en plus, tu vois. Ouais. Parce que oui, sortir un livre, c'est toujours stressant, hein, on est bien d'accord. D'ailleurs, contrairement aux autres où je me suis pas trop posé de questions, j'allais les sortir et tout. Là, il m'a fallu l'aval des bêta lectrices. Il a fallu qu'elles me fassent un retour en disant j'aime beaucoup quoi, pour que je dise ok, celui-là je peux le publier. J'avais jamais eu ça avant. Je savais que j'allais publier mes livres. Alors, ça voulait pas dire qu'ils étaient parfaits ni rien, mais je savais qu'il fallait faire le travail de bêta lecture et tout. Mais j'avais pas de doute qu'avec la bêta lecture, ça allait les améliorer. Ensuite, j'allais pouvoir les sortir. Là, c'était vraiment, j'avais besoin de cet aval-là. Quand il est tombé, ça m'a soulagée. Et après, c'était, en fait, j'ai pu m'accrocher à ça pour gérer le reste des soucis qui venaient encore, quoi. Tu vois? Je crois qu'à ce moment-là, j'avais éliminé progressivement les sources de soucis. Mes pensées obsessionnelles, en fait, avaient progressivement été éliminées. Pas toutes, hein, mais il en restait moins. Et après, tu apprends à gérer, en fait. C'est-à-dire qu'avant, une pensée obsessionnelle, je la gardais 3, 4 jours, une semaine. Et elle m'obsédait jour et nuit. Ouais. Je me levais le matin et je me disais j'ai bien dormi, finalement ça va mieux et bam, t'as donc mal au ventre et tu te dis non, en fait ça va pas quoi. Et après t'apprends à gérer et progressivement la pensée elle prend moins de place, t'arrives à la circonscrire, à la contenir, voilà on va dire, à la contrôler. Alors c'est mentalement, et ça c'était une nouveauté pour moi, épuisant. Après, elle dure plus qu'un jour, ensuite quelques heures, ensuite 1 heure, et maintenant elle est remplacée aussi par le positif. Ensuite elle est remplacée, voilà exactement, ouais. Et je pense que comme ça allait mieux, j'ai pu ensuite m'accrocher à l'écriture. Et pendant ces périodes de rush et tout, j'avais plus ces pensées, quoi. Donc ouais, sur la fin, ça m'a quand même aidé, ouais. Ouais, finalement, c'est un peu comme si tu avais raccroché avec ta vie d'avant, celle que tu étais avant. Bien sûr, en ayant traversé tout ça, comme tu dis, il y a sûrement des traces, des marques qui restent et peut-être même encore aujourd'hui, on peut en parler après. Ça fait partie de la vie, hein, je dirais. Voilà. Donc, mais ouais, je vois vraiment un retour vers la Elisa que tu étais avant, donc celle qui aime aller au travail, celle qui aime être avec ses proches, qui aime écrire, enfin tout revient petit à petit. Dynamique un peu, tu vois. En fait, t'arrives pas à fonctionner, tu vois, parce que t'as ces pensées-là, parce que t'es pas bien, donc t'as de l'énergie pour rien, quoi. Donc et c'était pas habituel chez moi. Je suis quelqu'un d'assez énergique et tout, qui est toujours occupé surtout, tu vois. Je l'étais déjà avant, c'est pas nouveau parce que j'ai eu le dernier et tout. J'ai toujours été très occupée et j'ai toujours aimé ça.
Mais là, j'avais ni la capacité mentale, ni la capacité physique, forcément. Et le fait de retrouver un peu de cette dynamique, donc le travail, de voir des gens, de penser à autre chose, parce que mine de rien, avec le travail, tu arrives à plus rapidement te raccrocher à quelque chose d'autre que la pensée qui est en train de t'obséder là depuis quelques heures. Et après, j'ai rajouté l'écriture à ça, je pense, quand j'ai été moins fatiguée. Et puis ça me faisait un truc en plus auquel me raccrocher et un truc en plus de très positif dans ma vie, parce que l'écriture, ça m'a apporté plein de choses. Et puis, c'est ma plus vieille passion, on va dire. C'est ce qui me représente le mieux, c'est l'écriture. Je pense que si on demande aux gens, ça a toujours été ça. Donc, c'était vraiment, retrouver du positif, retrouver la moi un petit peu d'avant. Même si, bien sûr, elle a un peu évolué, elle a même beaucoup évolué, mais ça, c'est normal. Et ça l'enrichit, je pense, j'espère. donc c'était vraiment raccrocher avec du positif, quoi. Ouais, parce que finalement, cette période que tu as traversée, c'est un peu comme si tu t'étais éteinte, quoi. Donc, il y a petit à petit des lumières qui se rallument, d'abord avec, entre guillemets, l'obligation d'aller travailler, de faire ce pourquoi tu dois travailler, enfin, tu vois. Et c'est une injonction un peu externe, même si c'est toi qui retournes au travail, et de se dire, bah, mon job, c'est ça, donc je sais, il faut que je fasse ça, dans l'automatisme un petit peu. Et puis après, tu reviens à des plaisirs, à toi, quoi, des trucs que tu aimes faire et tu aimes déjà ton job, donc forcément, ça fait un premier contact. Oui, alors honnêtement, ça aide. Je pense que si j'étais retournée à un travail qui me plaisait pas, je suis pas sûre que ça m'aurait tant aidé que ça. Mais j'ai une très très bonne équipe avec qui je m'entends très très bien et avec qui j'avais parlé un peu de ça aussi. C'est une des premières personnes à qui j'en ai parlé. C'est une de mes collègues qui m'avait appelé pour un truc pour le travail. Et puis quand elle m'a dit ça va, je pense qu'il y a un truc qui a débloqué chez moi et j'ai dit ça va, quoi. Et elle a dit ouille. Et j'ai passé 2 heures au téléphone avec elle à parler que de ça et pas de ce pourquoi elle m'avait appelé. Et après, voilà, c'est ma chef. Après, c'est une autre. Enfin bref, j'ai reçu des petits messages. C'est chou. Ouais, vraiment, quoi. Et puis, c'est ce que j'ai dit à ma chef, quoi. La chance, rends-toi compte de la chance inouïe que j'ai, que c'est mes collègues, que c'est mon travail qui m'ont tiré de ce gouffre, sans même faire exprès. Juste parce qu'ils sont là et parce que c'est des gens super et c'est une chance, quoi. Combien de personnes ont ça dans leur vie, tu vois, dans leur travail alimentaire? Bah pas beaucoup, quoi, je pense. C'est pas clair. beaucoup. Ouais, c'est comme si t'étais attendue là-bas, finalement. On avait envie que tu j'avais reviennes ma en place. forme. Tu vois, une de mes pensées obsessionnelles, c'était de perdre mon travail, quoi. Et quand j'ai dit à ma chef, la surprise que j'ai lue sur son visage m'a rassurée, quoi. Bah ouais, genre, mais quelle idée. Vous m'aurez viré. Et puis j'étais là, vous me virez pas, hein. Pas du tout, en fait, quoi. Ouais. Et du coup, non, tu vois à quel point c'est débile, hein. Aujourd'hui, j'en ris, quoi. Mais c'est vrai débile. que sur le moment, c'était une vraie question, une vraie crainte que j'avais, qu'elle allait me renvoyer parce que j'avais 3 enfants, parce que je sais pas, pour n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Je saurais même pas t'expliquer quel est le début de pourquoi c'est venu cette question, cette pensée-là. Mais c'en était une et le fait de voir que, bah non, ça n'allait pas arriver, c'était un petit truc en plus. Enfin, voilà, quoi, tu vois. Donc moi je l'ai toujours ressenti comme une chance quand même, hein. C'est sûr, mais d'un côté j'ai un peu, pas honte, c'est un bien grand mot, mais un peu, j'ose pas forcément trop dire que voilà, c'est le travail qui m'a, tu vois. Alors mais ça, c'est vrai d'être à la maison avec leurs enfants et tout. Mais ça, je pense que ça fait partie du tabou de la dépression, du rôle de mère, où tu dois absolument, enfin moi je suis pas maman, mais j'entends tellement de choses, de femmes aussi qui témoignent et qui disent, mais en fait, oui, alors moi non, mon rêve c'était pas toujours d'avoir un enfant, et puis, non, moi mon enfant par exemple, je l'ai pas aimé tout de suite. Enfin, là on part sur un autre sujet, mais j'entends il y a tout des petits tabous comme ça, et donc effectivement on peut avoir de la peine à se dire, j'ai trouvé le salut, enfin je sais pas comment l'expliquer autrement, mais j'ai trouvé une aide ailleurs que dans ma famille, dans ce qui est censé être le bonheur absolu là tout de suite, tu vois. Alors après c'est vrai qu'entre dedans une culpabilité qui a un peu une autre source qui est de dire voilà, quand tu es en dépression postpartum, c'est lié à un bébé et ce bébé tu le regrettes. C'est horrible ce que je vais dire, hein. Mais bon voilà, on y est, je le dis, tu regrettes. Il est là et c'est lui qui te cause tous ces soucis parce que la crèche va coûter cher, parce que, enfin bref, tu regrettes
j'ai pensé à l'envoyer chez mes beaux-parents au Portugal pour qu'ils s'en occupent. Enfin, tu vois, tu penses à des trucs hallucinants, quoi. Alors qu'aujourd'hui, je suis fusionnelle avec mon fils et ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur qu'il grandisse pas bien, qu'il ait des problèmes, quoi, psychologiques, parce que je l'avais abîmé, quoi, tu vois. Et parce que je me disais, je peux pas être comme ça, pas bien, et qui va être équilibré, et qui va être heureux dans sa vie, tu vois. Alors, il a 3 ans, hein, donc tout peut encore arriver, mais il a pas l'air déséquilibré. Non, pas du tout. Je l'ai vu déjà. Il n'y a pas de souci. Beaucoup trop de gens. Si tu veux mon avis, je pense qu'il a dû se dire, je vais m'accrocher à tout le monde sauf à ma mère, parce que là, ça va pas. Mais peut-être. Non, mais c'est intéressant, ouais. Il a l'air très, très bien, quoi, tu vois. Mais il y a cette question-là. Tu te dis, et en plus, c'est le travail qui m'a sauvée, le travail qui m'éloigne de mon enfant, quoi. Ça rajoute encore plus, ouais. D'être mère, c'est... Ça donne envie. Voilà, là, je conseille l'expérience à tous. Ce sera le message de cette interview. Voilà. J'arrive à faire un lien entre les 3 choses, c'est-à-dire tu parles de ton enfant et puis du fait que finalement tu as l'impression que tu vas faire du mal à ton enfant et donc que tu en soi n'es pas capable de faire ton rôle de mère, enfin de tenir ton rôle de mère. Tu parles du job en mode mais on va me virer parce que je suis pas capable, etc. Et puis l'écriture, pareil, tu vois, tu as besoin de cette validation des bêta lectrices pour. Je n'avais pas réalisé en plus. Et je trouve que c'est très. Et je fais vraiment l'analyse en direct, en mode c'est peut-être ça le point commun de ce que ça fait cette dépression postpartum, c'est que ça remet bien sûr ton environnement, ta psychologie, ton émotionnalité, enfin ça n'existe pas, émotionnalité, ton côté émotionnel de maman, parce que ça touche la maternité, bien sûr, mais ça reste une dépression. Et la dépression, finalement, ça te transforme complètement et d'une personne dynamique, pétillante, inspirée, tu bascules à une personne qui peut plus rien faire de ses journées, qui est plongée dans l'angoisse et qui est incapable de créer quoi que ce soit finalement. Tu vois. Alors que quand tu es une personne créative, bah, tu le sais aussi bien que moi, bah, pas créer, en fait, c'est insupportable, quoi. Oui. Ça joue aussi à ce que tu ailles encore moins bien, quoi, finalement. Bah, c'est ça. C'est clair. C'est le cercle vicieux, pareil, du côté de ton enfant. Où, bien sûr, tu es heureux, c'est ton enfant et tout ça, mais d'un autre côté, tu en viens à te dire, ben, peut-être que... Tu te dis, bah oui, bien sûr, parce qu'il travaille pareil, tu culpabilises de retourner au travail parce que c'est ce qui t'est... Enfin, je vois vraiment ce lien de... Certes, ça te tombe dessus. Alors, il y a des gens qui basculent dans la dépression d'un coup, mais souvent c'est insidieux et puis on voit pas que ça se met en place. Et puis, c'est fou de voir finalement en très peu de temps, puisque là on parle du postpartum, donc on va dire le l'accouchement et puis l'année, on va dire, qui a suivi, si j'ai bien compris. C'est exactement ça en plus. C'est ça. Ton accouchement, ça te change une personne, quoi. C'est vraiment. Ah ouais, complètement. Et c'est là que tu vois que c'est pas toi qui as décidé, parce que bien sûr, si t'en viens à te dire, ça aurait été peut-être mieux de pas avoir cet enfant, alors que quand même un projet d'enfant, enfin tu vois, ça se construit, c'est que t'en as déjà 2, enfin tu vois. Enfin en fait c'est ça que j'aimerais vraiment mettre en avant avec la dépression d'une manière générale, c'est que on choisit pas d'être dans cet état. On choisit pas. Ah bah non, qui choisirait ça, quoi. Ouais, c'est horrible, tu vois. Alors là, les gens des fois disent non, quoi. Mais quand même, allez, mettons un petit coup de pied. Ben non, en fait, j'ai même plus la force. Non, quoi. Alors ça, c'est une chose, c'est vrai que ça m'a... Alors moi, j'ai toujours, je sais pas comment je peux le dire, eu du respect pour la santé mentale. Bon, déjà, ma mère était pédopsychiatre, donc la santé mentale, c'était quelque chose qu'elle connaissait très bien, dont on parlait sans aucun problème. Je savais que la dépression, ça existait. Je savais que la dépression postpartum existait. J'avais une pleine conscience de ça et un plein respect. J'ai jamais dénigré la santé mentale. Après, sans le vivre, c'est forcément pour n'importe qui, je pense, difficile d'imaginer ce que ça crée en toi. Donc ça, non, j'avais pas conscience
de l'impact, de la force en fait du truc dans ton quotidien, dans ta tête. Et puis c'est une chose d'avoir de l'empathie, de savoir que ça existe, de savoir que ça a un impact et tout, et c'est une autre chose de le vivre et de t'en rendre compte. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré qu'avant je ne minimisais pas ça, aujourd'hui je pense que j'y accorde une importance encore plus grande. Quand les gens disent ça va pas et tout, c'est vrai que je sais ce que ça fait quoi. Donc ça change aussi mon approche, mon rapport avec ça. Je suis jamais ni moquée, ni dénigrée, ni minimisée, hein. Mais c'est vrai que quand tu vois une personne qui est oh, il est tout dépressif, machin. Ben, en fait, si tu sais pas ce que c'est vrai que t'as tendance à te dire non mais bouge-toi, quoi. Bouge-toi, fous-toi un coup de pied et puis vas-y, quoi. Alors qu'en fait, bah non. C'est pas si facile. Je sais que non, quoi. Vraiment. Trop, c'est super intéressant. Merci de livrer tout ça et toutes ces pensées aussi qu'on n'ose pas dire et je trouve que ça montre vraiment à quel point ça change une personne, ça bouleverse le quotidien, ça bouleverse la créativité et à quel point ça nous tombe dessus sans qu'on... Alors que même on peut en avoir conscience, c'est ça, tu vois. Ouais, c'est ça. T'es plongé dedans. C'est pire, quoi, en fait. Et puis, t'as beau te dire, oh, faut que je fasse attention à la dépression postpartum, et t'es en plein dedans et t'es là, oh, il faut bien faire attention à la dépression postpartum. Oui, Jacqueline... Allô. C'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. Ouais. C'est vraiment ça. Alors après, quand j'étais pas bien, je me suis pas dit fais attention à la dépression postpartum. Hein. Mais par contre, à aucun moment, je me suis dit ma pauvre fille, t'es en train de faire une bonne dépression postpartum là. Hein, ouais. J'ai quand même pas mis les mots dessus, tu vois. Je crois que les mots, je les ai mis pas mal plus tard quand même. Enfin, pas une année après, mais plusieurs mois après, quoi. Ouais. Parce que si j'ai bien compris, du coup, t'as traversé ça, mais t'as pas été suivie. Non. Ok. Comme une de mes sources d'angoisse, c'était le budget, je pouvais pas envisager d'entamer quelque chose qui allait me coûter de l'argent, alors que j'avais déjà l'impression qu'on n'avait pas assez. Enfin bref, voilà, une pensée complètement obsessionnelle autour du budget. Et du coup, je pouvais pas. Ça m'angoissait encore plus. Donc voilà. Et en fait, comme dès que j'ai repris le travail, ça a été assez rapidement bien mieux. En fait, je n'en ai plus ressenti le besoin. Et aujourd'hui, je suis guérie, je sais pas si je peux dire guérie, ouais, voilà, oui. Alors, j'aime pas dire je suis guérie parce que j'ai toujours un truc en moi qui va rester, je pense, jusqu'à la fin de ma vie. Et j'ai toujours ces angoisses qui arrivent que j'avais pas avant, en fait, et que j'ai quand même plus de mal à gérer qu'avant que ça m'arrive, mais que je gère quand même parce que j'ai appris. Mais il y a toujours du coup épuisement émotionnel en fait que tu as, voilà. Mais je suis pas quelqu'un. Alors attention, je dénigre aucunement le travail des psychiatres, jamais de la vie. Hein. Je pense qu'une psychothérapie c'est super. Enfin, je veux dire, j'ai aucun problème avec ça. Mais je suis pas une personne à qui ça parle. Et encore une fois, je parle pas d'expérience parce que j'en ai jamais fait. Du coup, je pourrais en faire et ça me ferait hyper du bien, j'en sais rien. Mais en moi, à l'heure actuelle, ça me parle pas en fait. Quand j'ai vécu diverses choses plutôt difficiles dans ma vie, ma famille par exemple m'a dit mais tu veux pas aller voir quelqu'un et tout. Et j'ai dit non. En fait, ce qui est arrivé et c'est pas en allant voir quelqu'un que ça ne sera pas arrivé. Tu vois, et je comprends la logique. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ça va pas. En fait, moi, je suis orienté, c'est mon CV, orienté solution. Si par exemple, voilà, quand j'ai perdu ma mère, qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre chez un psy en fait? Elle est morte, tu vois? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est pas le psy qui va me dire demain elle va ouvrir la porte et elle sera là, quoi. Donc en fait, moi, alors que c'est pas du tout le but d'une psychothérapie, on est bien d'accord, hein. Mais dans mon esprit, t'as cette logique-là. Voilà, ouais, j'ai cette logique-là. Alors que pour la dépression postpartum, elle s'applique pas parce qu'en fait, j'aurais très bien pu aller et peut-être que la personne m'aurait aidé. Sûrement, en fait, que ça m'aurait aidé. Je sais pas pourquoi. J'ai pas fait cette démarche parce que ça m'angoissait en fait l'idée d'entamer un suivi au niveau budget. C'est complètement con, hein. Mais au niveau budget, ça m'angoissait. Au niveau du temps aussi, parce que voilà, j'allais reprendre le travail. Je suis à 90%, donc j'ai qu'une demi-journée par semaine de congé qui est consacrée aux enfants. Donc en fait, j'avais pas le temps non plus. Du coup, je l'ai pas fait et aujourd'hui,
je regrette pas de pas l'avoir fait parce que c'est comme ça, mais c'est sûr que je peux pas conseiller aux gens d'essayer de se débrouiller tout seul, quoi, parce que on est tous très très différents. Moi, le travail m'a aidé. Ensuite, j'ai eu l'écriture. Ensuite, j'ai eu d'autres choses auxquelles j'ai pu m'accrocher, des très belles choses auxquelles j'ai pu m'accrocher, qui m'ont aidé et tout ça. On n'a pas tous la même chose, on n'a pas tous les mêmes ressources, on n'a pas tous les mêmes capacités à contrôler les choses, à aller mieux. Enfin, voilà, on est tous différents. Donc, je conseillerais jamais à personne de ne pas se faire suivre s'il en ressent le besoin. Mais pour moi, ça n'a pas été une étape obligatoire. Mais pour moi, quoi. À un moment, je pense que si j'avais continué, je pense que oui, ça aurait été très grave. Mais comme j'ai réussi finalement à aller mieux, après, c'était peut-être plus long que si je m'étais fait suivre. Possible, je sais pas. Ouais, ou bien tout simplement, c'est peut-être ta façon de t'adapter et de fonctionner quand tu affrontes des épreuves, parce que on n'a pas allé dans le détail, mais tu vois, je pense que tu as traversé des choses dans ta vie aussi, peut-être que ta famille porte des choses que même si toi tu les as pas traversées, tu as conscience de ça. Et puis mine de rien, tu as perdu quand même ta maman assez tôt, probablement tu as eu d'autres décès dans la famille et tout ça qui ont fait que finalement tu as appris toutes ces années à te débrouiller toute seule, et puis tu sais faire un peu. Après, est-ce que c'est la bonne entre guillemets façon, je ne sais pas. Mine de rien, tu gardes quand même en toi des choses, tu vois, finalement tu dis aujourd'hui, j'ai quand même ce truc qui reste, que j'ai un peu plus de peine à gérer les situations de stress, les situations de, je sais pas, ça peut être les conflits, ça peut être tout ce qui est un peu émotionnel, de ce que comme je te connais, tout ça, on a bien échangé là-dessus. Mais c'est pas parce que je sais pas, un jour tu décides d'aller voir un thérapeute. On parle de psy, mais ça peut être n'importe quel thérapeute. Il y a plein d'autres thérapies maintenant qui sont alternatives, qui sont holistiques aussi, et qui peuvent plus te parler peut-être que la psychothérapie, tu vois. C'est pas parce que tu vas les voir qu'ils vont revenir dans le temps et ramener soit qui tu étais ou soit les personnes. C'est voilà, clair, mais ça peut t'aider en fait à, je pense, mieux traverser ces moments-là. Mais ça n'empêche pas que tu puisses aujourd'hui fonctionner, que ça va, et que tu continues d'écrire, et que tes enfants vont bien, et que... Oui, voilà. C'est clair. Après, c'est vrai que je me poserais, je pense, toujours la question. Après, ça me hante pas, hein, on est bien d'accord. Mais le fait que je n'ai pas fait de suivi quand ma mère est décédée, il est arrivé un autre truc en même temps qui était aussi très difficile. Et du coup, je pense qu'une personne normalement constituée aurait dû se faire suivre. Je pense, tu vois. Sauf que moi, voilà, comme je suis, donc j'ai dit non. Et puis je me suis plongée dans l'écriture. Je pense que ça m'a aidée, tout ça. Enfin voilà. Puis c'est vrai que mes collègues, par exemple, me disaient mais t'es tellement forte et tout. Alors je dirais pas ça, tu vois. J'ai une certaine capacité, une certaine résilience comme n'importe qui. Mais je pense que si je m'étais fait aider à ce moment-là, peut-être que j'aurais pas fait une dépression postpartum comme mon fils aîné. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je me suis posé la question, et même pendant que je le vivais, je me posais la question, est-ce que c'est pas tout ça qui ressort? Ouais. Tu vois, quand il t'arrive un événement le lundi, c'est pas le mardi que tu vas soudainement te réveiller et tu vois. Bien sûr. Des fois, ça peut être une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, quoi, tu vois. Que ça, je saurais jamais, en fin de compte, je le saurais jamais. Après, moi, je suis partie de l'idée, ça c'est ce que j'applique à moi-même, hein, que voilà, ce qui m'est arrivé dans la vie, ça m'a forgé, ça a forgé mon caractère, ça a forgé, il y a aussi mon histoire familiale qui m'a forgé, qui m'a donné des valeurs, des convictions, etc. Donc tout ça, ce qui fait que je suis moi comme n'importe qui. Je crois que j'ai eu envie que ça fasse partie de moi et que ça me fasse évoluer, et pas d'agir dessus avec une thérapie, avec quelque chose d'autre. Alors encore une fois, c'est pas forcément très correct de voir les choses comme ça, parce qu'une thérapie, ça te change pas, mais ça peut t'aider, comme tu dis, à traverser certains événements. Moi, en fait, je crois que je les ai intégrés à moi, et puis en fait, j'ai grandi dessus, quoi. Voilà. Tu es la définition de la résilience, parce que la résilience, on la voit comme quelque chose qui a été d'ailleurs un petit peu dans la littérature, dans l'art, enfin dans les films, les séries et tout ça. On a
tendance à glorifier la résilience, et moi la première, Ouais. puisque je mets ça en avant dans mes livres d'ailleurs. Et puis, ces dernières années, j'entends des témoignages de gens où on remet en question cette citation qui dit « Ce qui nous tue pas nous rend plus forts ». Et en fait, pas vraiment. C'est-à-dire que ce qui te tue pas te fait mal, quoi. C'est tout. C'est ce que ça fait. C'est ça. Après, bien c'est sûr, comme tu ça. dis, tu peux grandir dessus. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une jolie expression. Tu peux grandir sur, mais ça reste que ce sur quoi tu vas grandir, bah, c'est des accumulations de choses, bien, pas bien, etc. Et qui font que tu es toi, ça c'est sûr. Mais peut-être qu'après, oui, il y a des fragilités, comme tu dis, là, le décès de ta maman, ça t'a ajouté une fragilité, forcément. C'est une épreuve horrible. Je pense, et du coup, bah, peut-être que oui, c'est ressorti à ce moment-là et ça t'a, mais bon, on peut refaire le monde avec des si toujours. Donc, oui, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, ça me hante pas particulièrement parce que de toute façon, c'est trop tard. C'est vrai qu'assez jeune déjà, j'ai décidé que j'aurais pas de regrets. Donc, en fait, je fais en sorte que ce que je fais dans ma vie, je le fais que j'ai tort ou raison, c'est même pas la question, mais je peux me le justifier à moi-même. Je le savais très bien, ça allait me construire d'une certaine façon, continuer à me construire d'une certaine façon, comme en fait cette dépression que j'ai eue avec mon fils. Bah, ça m'a changé en fait, et j'ai pas envie de regretter ce qui est arrivé. Je regrette certaines choses dans le sens où je regrette que ça ait gâché ces premiers moments-là avec mon fils, mais je regrette pas finalement où j'en suis aujourd'hui parce que ça m'a encore plus sensibilisée à ces questions-là. Ça m'a, je pense, apporté une sensibilité encore plus grande. Et c'est dans cette direction que j'ai envie d'aller depuis déjà plusieurs années. Moi, j'ai basé j'essaye, je suis pas parfaite, mais je base mon comportement, ma vision des choses sur la bienveillance. Et ça, je pense que ça l'a encore renforcé, en fait. Et du coup, j'ai pas envie de changer ça. J'arrive toujours à aller mieux. Et puis, du coup, j'ai pas envie de regretter ça, quoi. C'est bien ou c'est pas bien, j'en sais rien. Mais quand je suis revenue à mon travail, donc après la fin de mon congé maternité, mes collègues m'ont aussi dit, surtout je me souviens, ça m'a marqué. Elle m'a dit, tu vas aller mieux. Je sais que ça va aller mieux. Et puis, je me suis un peu appuyée là-dessus parce que dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on sait en fait? Ça va pas bien là, tu vois? Et en fait, non, je me suis appuyée là-dessus en me disant un peu comme si elle m'avait lancé un défi, tu vois? Et alors, s'il y a un truc, tu me lances un défi. Ouais, là, c'est parti. Voilà, c'est parti là. T'as ton côté bélier qui vient et qui dit. Ouais, je me dis, je suis assez têtue comme ça. Et elle m'a dit, t'es forte, tu vas y arriver. Alors, ouais, je vais y arriver, ouais, tu vas voir. Et puis, en fait, tu vois. Donc, mais ça, encore une fois, et je trouve que c'est hyper important de le dire, c'est moi, c'est mon fonctionnement, c'est comment je vois et je vis les choses. Et il y a absolument pas de honte à pas y arriver tout seul, à avoir besoin de voir quelqu'un, qui que ce soit. Même de se médicamenter, enfin voilà, il y a zéro honte et il faut pas hésiter quand on en a besoin. Qui sait, est-ce que dans 5, 10, 20 ans, je vais ressentir le besoin d'en parler, plus que je le fais avec... Moi, je suis très très bien entourée dans ma vie. Donc, en fait, j'ai des gens qui en parlent. Quand même. Ouais, je pense que ça, quand même, tu vois, ça aide, c'est sûr. Ça aide, ouais. Ça aide, ouais. Et on n'a pas tous cette chance-là. Et moi, j'ai une belle vie, quoi, tu vois. Je pense que c'est important de le dire quand c'est le cas. Et du coup, je sais aussi que c'est pas le cas de tout le monde. J'ai un travail que j'aime, j'ai des enfants qui vont bien, j'ai une famille proche, j'ai des passions quoi qui me portent. Franchement, j'ai de la chance quoi, voilà. Et je m'appuie vachement là-dessus. Mais je sais que c'est une chance. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Donc vraiment, si quelqu'un ne se sent pas comme ça, entouré, ne se sent pas ou même hyper entouré, mais ça joue quand même pas. Il y a zéro honte à aller demander de l'aide, quoi. C'est clair. Il y a zéro honte, quoi. Et c'est hyper, hyper important. Moi, j'aurais dû en demander, je pense, quand mon fils est né, quoi. Enfin, voilà, quelques jours après. Je crois que j'ai essayé, en fait. Mais j'arrivais pas à mettre le mot dessus. Ouais. J'avais envie que les gens le voient, les professionnels le voient, quoi. Par exemple, quand tu accouches, un mois plus tard, t'as rendez-vous chez donc le gynécologue, et après ensuite t'as rendez-vous pour reprendre une contraception, etc. Et j'avais déjà perdu 25 kilos, quoi. Je veux dire, personne t'a rien sur dit. Ma gueule, je veux dire, tu vois. Et j'ai dit à la gynécologue, je suis quand même très très fatiguée, tout ça machin, et elle a rien vu, quoi, tu vois. Elle était toute contente, j'ai perdu mon poids de grossesse et tout. Tu crois que j'ai perdu ça tout seul? Je fais pas du sport, hein, Jacqueline. Elle a pas vu, et peut-être que j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Donc forcément ça m'a délégitimée à le dire
allô, au secours, help, tu vois. Je me suis dit, si les professionnels, ils le voient pas, je crois que j'aurais eu besoin que quelqu'un le voie, en fait, qu'un professionnel le voie et me dise, plutôt que ma petite toi, dame, c'est ça, parce que c'est un peu tu t'en parles très bien, tu dis que tu es quelqu'un de têtu, mais peut-être aussi de ce côté-là, peut-être avec une certaine fierté de t'en sortir toute seule finalement, parce que tu as fonctionné comme ça longtemps. Et puis un très gros manque de légitimité. Mais en fait, c'est ça, c'est que tu cibles un truc super intéressant, c'est que des fois, même au-delà du sentiment de honte, mais je pense qu'on peut avoir aussi ce truc de, en fait, je peux être fatiguée d'aller tout le temps ou d'avoir cette envie d'aller chercher. J'aimerais que les gens voient que je vais pas bien et les gens et surtout les professionnels qui t'accompagnent dans ce cadre. En plus, il y a un suivi médical après les grossesses et tout ça. Pourquoi personne, enfin, tu vois, moi, je suis un peu choquée de ce que tu me dis là parce que ton fils, il a 3 ans. Il y a le suivi, il est que physique, en fait. Il y a, donc, contraception, machin. Ensuite, elle m'a dit rééducation du périnée. Donc, moi, je me suis dit, voilà, encore des frais. Enfin, tu vois. Voilà. Ça t'a renvoyé dans le truc. Dit, mais ça va. Et moi, évidemment, elle me dit, vous allez bien? Bien, oui, je vais bien. Bah oui, tu vas pas. Ma gueule, que je vais perdre du 25 kilos, quoi. Enfin, à un moment donné, ça aurait dû faire tilt. Et je me suis dit, si ça lui fait pas tilt, ferme. Peut-être que je vais pas si mal, peut-être que je dois la fermer. Toujours, quoi. C'est ça. Non, et ça n'a aucun sens. Hein, je dis, ça, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, moi, et aujourd'hui, j'en ai conscience, ça n'a aucune logique. Mais quand t'es comme ça, t'as pas la capacité de voir que ça n'a aucune logique. Et oui, et on voit tout à fait dans tout ce que tu nous as raconté là que c'est pas toi qui décides. Donc en fait, il y a des moments où juste, oui, peut-être à l'intérieur ça hurle, genre viens me chercher, regarde comme je vais mal. C'est ça, mais tu n'as pas la capacité de le dire, de le formuler, même de le montrer. En fait. C'est ça. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que tu mets ce que tu viens de dire là, ça met en exergue aussi que, je sais pas, moi je me dis quand même là du coup c'était 2021. Quand il est né en 2022. 2022, pardon. Voilà, je suis toujours aussi formate. Donc 2022 et tu te dis, les médecins sont toujours pas. Enfin, moi, je suis désolée, mais c'est soit de l'incompétence, soit qu'ils sont pas formés à tenir compte de toute la personne, parce que tu n'es pas qu'un corps qui vient d'accoucher. C'est sûr. Tu es une femme, tu es une personne, et peut-être que c'est ton 3e enfant, mais ça peut te choquer, ça peut provoquer tout ça. On devrait savoir que ça peut arriver n'importe quand. Alors après, évidemment, je me suis pas étalée sur ma vie privée, genre je déménage, c'est dur, on angoisse pour la maison, la nouvelle maison, on a des soucis, machin et tout. Évidemment, j'allais pas m'étaler. Mais quand tu vois une jeune maman qui est supposée aller bien, qui allait et tout, et qui arrive dans ton cabinet quelques temps avant de reprendre le travail, qui a perdu 30 kilos, qui te dit « je suis très très fatiguée » et tu lui tends une petite pipette de vitamine D, tu lui dis « avale ça » et puis ça ira mieux. Tu dis, alors que j'adore ma gynécologue, elle est adorable, elle a été adorable parce que je l'ai vue autour du décès de ma mère, je l'ai vue aussi et elle a été d'une humanité vraiment, je l'ai beaucoup, beaucoup appréciée. Mais là, elle a rien vu, quoi. Elle a rien vu. Déconnectée du truc, quoi. Ouais, totalement. Et c'est pas à elle que je veux reprocher ça parce que voilà. Non, alors mais en fait, le corps médical est déconnecté de ces problématiques-là autour de la maternité. D'ailleurs, on le voit rien qu'à la position d'accouchement d'une femme, en fait. Alors, ça commence à changer et tout. Moi, j'ai accouché qu'une fois dans la position typique parce que tout le reste du temps, on m'a laissé faire et tout. Mais du début à la fin, l'encadrement médical d'une femme, il est à côté de la plaque, quoi. Il est fait pour aider les médecins et pas pour aider la femme. Aider les médecins, pour simplifier leur vie. Puis tu le vois encore, alors ça n'a rien à voir, on s'éloigne totalement, mais là, il y a je crois que c'est une actrice qui a dit qu'elle était atteinte d'un cancer... et qu'elle a dit 4 ans d'errance médicale, les gars, quoi. Et maintenant, c'est trop tard. Je vais mourir, quoi, tu vois. C'est horrible, quoi. Je veux dire, c'est quoi ce délire, tu vois? Et c'est des choses, en fait, c'est des petites choses comme ça, tout autour de ces injustices, et il y en a énormément au niveau médical autour des femmes, que je trouve que c'est d'autant plus important que celles qui vivent des choses comme ça, elles en parlent, en fait. Et tu mets aussi en exergue, bon là on dévie encore un petit peu, mais après on revient, mais tu mets aussi en exergue ce truc d'internalisation de la grossophobie. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais
comment on peut valoriser. Là, j'ai rediscuté avec des copines aussi qui sont actuellement enceintes et qui commencent à se sensibiliser aussi parce que je partage énormément. Elles sont tombées dessus et elles disent mais j'avais jamais fait gaffe avant et qu'on te valorise parce que après ton accouchement, tu as réussi à perdre les kilos que tu as pris et qu'en fait on voit pas que les kilos que tu perds c'est pas normal. Eh ben, c'est problématique. Tu dois pas perdre les kilos de ta grossesse. On dit 9 mois dedans, 9 mois pour les perdre. Je les ai perdus en 10 jours, quoi. C'est pas normal. Et ça, c'est pas normal. Bien sûr que c'est pas normal. 35 kilos. Et là, à ce stade-là, ça se voyait. Quand je suis revenue au travail, tout le monde disait « Oh, t'as l'air en pleine forme !» J'étais là, je suis blanche comme un... Non, mais... J'ai des cernes jusque-là. Ça fait, 3 mois que je bouffe pas. Jean-Jacques, c'est pas je ne vais pas bien dans tous mes pantalons que je vais bien, quoi, tu vois. Non, c'est clair. Mais, oui. Et c'est comme tu dis, ça a un lien aussi avec la grossophobie, bien sûr. C'est lié, c'est totalement lié à ça. Moi, j'ai eu des remarques sur mon poids pour chaque grossesse, de toute façon. Donc, et là, j'en ai pris moins que pour mes 2 autres grossesses. J'ai perdu encore plus et personne ne voit rien, quoi, tu vois. Et c'est vrai que ça m'a mise un petit peu en colère quand même, tu vois. Parce que je me suis dit, honnêtement, la dernière fois que j'ai été voir ma gynécologue avant de reprendre le travail, je me suis dit, elle va me dire quelque chose. Et rien du tout, quoi. Rien du tout. Donc c'est vrai que ça, c'est un symptôme de ce qu'on vit aujourd'hui en tant que femme. C'est beaucoup plus large que la dépression postpartum. Bien sûr. En même temps, ça fait partie du problème. Postpartum, c'est un truc de nana. On le sait et tout, mais comme c'est un truc de nana, c'est pas bien géré, c'est pas bien encadré, pose pas la question. Et puis bon, après, à l'impossible nul n'est tenu. Quand tu dis à tout le monde que ça va, même le corps médical, ils sont pas, tu vois, ils sont pas clairvoyants, quoi. Mais ils insistent pas. Ouais, c'est vrai. Moi, je trouve qu'il faudrait quand même penser à quelque chose qui va au-delà de ce que dit la jeune maman ou la femme de façon générale, mais je sais pas, peut-être penser à un suivi qui peut être axé sur la santé mentale à cette période-là, quoi. Un suivi holistique, en fait, qui tient compte de tous les paramètres parce que il y a, comme on l'a dit, il y a le côté hormonal, il y a le côté psychologique, il y a le côté physique, bien sûr, on peut pas négliger ça, mais c'est pas tout. C'est pas qu'un truc médical tout, d'accoucher. Et il y a tout un truc. J'ai appris récemment que le système hormonal de la femme qui met au monde un enfant, il met 2 ans à se recaler comme il était avant. Ça m'étonne pas, Donc ça m'étonne pas tu trop, te dis, mais là, et d'autant plus qu'on sait maintenant que ça existe, que c'est pas. Et puis que ça a un impact sur le mental, en fait. Ouais. L'hormonal a un impact direct sur le mental. On le voit pendant le cycle menstruel. Des nanas qui sont carrément qui ont des envies suicidaires. Enfin, moi, ça, je l'ai appris récemment. J'ai 40 ans, purée. Et j'ai appris il y a 1 mois que certaines femmes, pendant leur cycle menstruel, pouvaient avoir des idées suicidaires. C'est dramatique, quoi. C'est dramatique de l'apprendre à cet âge-là. C'est dramatique qu'on n'en parle que maintenant. Ça, c'est un problème de société pour moi, ça c'est clair. J'en suis d'autant plus sensibilisée que depuis quelques années, je me suis radicalisée au niveau du féminisme, on va dire, notamment. Non, mais parce que ça m'enrage. Ça me révolte. Encore plus parce que ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses que j'ai vécues moi, que je vis aussi. Alors pourtant je me considère comme très chanceuse de ce côté-là, mais que je vis quand même au quotidien malgré tout. Donc j'ose même pas imaginer celles qui vivent pire. Et je trouve que au niveau de la grossesse, puisque c'est typiquement féminin, ça devrait pas être typiquement féminin. Il y a un père dans le tas aussi souvent. C'est très négligé et ça je trouve ça très très dommage. Il y a un truc auquel je pense, c'est que pour mes premières grossesses, quand tu accouches, en fait, tu as une sage-femme qui doit venir à domicile pour faire des premiers contrôles pendant... alors, c'est pris en charge, je crois, les 10 premiers passages. Pour mon 3e, elle est venue 1 fois pour une prise de sang parce qu'on doit faire un test. Comme je suis sortie assez rapidement de la maternité, il y avait un test à faire au niveau des maladies orphelines. Donc ça, c'est un truc que tu fais avec le nouveau-né. Donc, elle m'a dit, je vous embête pas longtemps, c'est votre 3e. Moi, en fait... ça veut rien dire. Ça veut rien dire, quoi. Ouais. Alors, et à ce moment-là, je réalisais pas parce qu'ils m'ont tous dit pareil, quoi. Le pédiatre, il m'embête plus du tout. Plus personne m'emmerde, en fait. Il faut croire qu'il fallait faire 3 gamins pour que plus personne m'emmerde. Au moment où j'aurais voulu qu'on m'emmerde peut-être un peu plus, quoi, tu vois. Où j'aurais eu besoin. J'aurais pas forcément voulu, mais j'aurais eu besoin. Et à ce moment-là, en fait, je sais pas si je peux dire contente, un peu fière, ou je sais pas comment t'appelles ça, que les gens réalisent enfin que j'avais l'expérience nécessaire, mais littéralement, plus personne ne me disait plus rien sur l'éducation, sur les soins aux enfants et tout ça, plus personne.
On dirait que j'ai acquis une médaille, tu vois, je suis la sainte mère. La maîtrise de la maternité. Sanctifiée, tu vois, voilà. Et en fait, ça montre bien que peu importe l'expérience de mère que tu as, l'expérience de femme, elle est différente à chaque fois. Je veux dire, littéralement, qu'une seule personne qui m'a dit « Fais attention », c'est ma meilleure amie qui est très, très sensible à ces choses-là aussi. Elle n'est pas mère, hein. Elle n'a pas d'enfant et tout, mais elle y a pensé et c'est littéralement elle qui m'a dit quoi. Fais gaffe à ça. Alors après, je l'ai très très peu vue à cette période-là parce que voilà, on déménageait, machin, tout, enfin bref. Et c'est la première qui a répondu présente quand un jour, je sais pas ce qui m'a pris. Je lui ai dit ça va pas trop en fait. J'ai mal tout le temps, j'ai tout le temps mal au bide, je mange plus, blablabla. Elle a pris ses clics et ses claques. Elle est venue, elle m'a fait une séance de kiné et parce qu'elle est kiné, je fais de la pub. Au-delà de la kiné en elle-même, qui est pas forcément quelque chose qui me parlait particulièrement, voilà. Mais ça m'a fait du bien que quelqu'un s'occupe de moi. Oui, et qu'elle prenne l'initiative, tu vois. Toi, tu lances la perche, en fait. Ouais. Et puis, elle l'a attrapée. Et finalement, c'est un peu la seule qui... Mais c'est ça, en fait. C'est la seule. Ah bah oui, c'est la seule. J'avais une dernière question sur ton chéri, sur ton conjoint. Effectivement, tu l'as dit avant, ça fait plus de 20 ans que tu es avec ton amoureux. Et tu as dit que c'est au moment où lui, il s'est senti démuni avec la situation et qu'il est allé chercher de l'aide que tu t'es dit, oulala, il y a quand même quelque chose qui joue pas. Mais est-ce que en parallèle de ça, il t'a soulagé, il t'a aidé, il t'a accompagné à sa façon peut-être, hein, puisque tu m'as dit que l'empathie, c'était pas ça. Dans quelle mesure c'était une ressource? C'est difficile à dire parce qu'en même temps, j'ai pas envie de dire qu'il m'a pas aidé parce que je me sentais mieux dès qu'il rentrait à la maison avec les enfants. Donc ça, en soi, c'est déjà de l'aide. Je pense que c'est son intervention auprès donc de sa famille et tout qui m'a fait quand même une sorte de déclic. Ça n'a pas été immédiat, on est bien d'accord, mais je pense que c'était un peu genre la perche, tu sais. En fait, c'était la première personne qui, sans que je ne dise rien, a vu que ça allait pas. Et ça, je pense que c'était fondamentalement très important. Pour le reste, il y a différentes sortes d'aides. Après, j'ai gardé toute ma charge mentale que je porte au quotidien, on va dire à 90%. Comme on avait plein de choses à faire pour la maison, parce que donc c'était une maison en construction, donc il y avait énormément de choses à faire. Non, c'est moi qui ai tout fait. C'est moi qui ai dû gérer aussi les finances, qui était pour moi la source d'angoisse numéro 1 en fait, dans toute cette gabegie. Et c'est vrai qu'il n'a pas eu le réflexe de prendre ça en main. Mais en même temps, j'ai envie de dire, il y a deux hypothèses. Le fait de plus rien voir aurait peut-être pu m'aider. Et en même temps, comme je suis très control freak, peut-être que de ne plus rien voir m'aurait fait sombrer dans une angoisse encore pire. Je ne saurais pas dire, on refera pas la roue, donc voilà. Il n'a pas fondamentalement révolutionné les choses parce qu'en fait, nos tâches habituelles sont restées exactement les mêmes. Les courses à manger et tout ça, voilà. Alors que je pense que j'aurais eu besoin, notamment qu'ils viennent avec moi, par exemple, aux courses, parce que pour moi, c'était très, très difficile, du coup, tu vois, parce que je calculais tout. Donc, je pense qu'avoir sa présence totalement décomplexée par rapport à ces questions-là, parce que lui, il n'a pas vécu la même angoisse, non? Donc, voilà. Ce qui me fait dire d'autant plus la source était vraiment ma dépression postpartum et pas, c'était pas la réalité, tu vois. On avait effectivement pas de problème de budget, on avait, enfin voilà, mais évidemment, j'étais plongée là-dedans. Donc, je dirais que non. Mais en même temps, il était là, il savait que ça allait pas. Et ça, je crois qu'en soi, finalement, pour moi, c'était quand même une béquille, tu vois. Mais il savait pas trop quoi faire. Et ça, j'ai pas envie de lui reprocher non plus, parce que moi, je suis pas sûre que j'aurais mieux géré les choses. Tu vois. Oui, et puis finalement, tu vois, même si toi qui es sensibilisé, tu tombes dedans, quelqu'un qui n'est pas là-dedans va pas voir. Non, c'est ça. J'avais jamais parlé avec lui du fait, attention, peut-être je vais faire une dépression postpartum, ça peut arriver, tu vois. Jamais j'avais parlé de ça avec lui. Je veux dire, ma première grossesse, ça avait été. Après, et pourtant, pour ma première grossesse, c'était difficile. Je travaillais pas, c'était notre premier enfant. Quand elle est née, j'avais des examens à passer à l'Uni, parce que je finissais mes études à l'Uni. Après, j'ai commencé mon stage d'avocat. Enfin, je veux dire, il y avait plein de trucs qui me stressaient, en fait, qui auraient pu faire que j'allais très mal le vivre. Et puis, finalement, c'était très stressant. Pourtant, c'était très, très stressant, mais ça a été. Deuxième grossesse, on peut pas faire mieux, en fait. La grossesse, le congé maternité, c'était le rêve. Donc, forcément, c'est pas des choses qu'on avait abordées avant. C'est pas des trucs genre fais gaffe et tout. En plus, je gérais de l'extérieur, je gérais.
j'ai tout géré, tu vois, tout ce qu'il fallait gérer. Moi, j'aurais dû lui dire, j'arrive pas, en fait, c'est trop, tu vois. C'est trop, faut que tu prennes le relais. Et je pense qu'il l'aurait pris. Parce que quand il y a, dans des moments de ma vie où j'ai pas pu gérer, il a pris le relais. Donc, il l'aurait pris si je lui avais dit. Oui. Là, en fait, je peux pas. Je savais pas que gérer tout ça, ça avait cet impact-là. Donc, en fait, c'est pour ça que jamais je lui reprocherais ça. Enfin, tu vois, la façon ma question, c'était pas de lui reprocher, mais de voir un peu justement les ressources que tu avais à ce moment-là. Et finalement, on voit bien que, comme tu dis, c'est la première. Et finalement, c'est assez intéressant de voir quand même que c'est la personne que tu décris au début comme étant pas trop branchée empathie, qui voit que tu vas extrêmement mal et qui, même s'il sait pas quoi faire, le premier réflexe, c'est quand même d'aller demander conseil, tu vois. Bah ouais. Donc, et je pense que c'est justement pour ça que ça a créé une sorte de déclic. Parce que je me souviens de me dire si lui l'a vu, c'est que ça va pas, quoi. Ça veut pas dire que j'ai recommencé à manger dès le lendemain, pas du tout. Hein. Ça a été, je pense, que ça a continué à descendre encore un petit peu après ça. Mais j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui me faisait du bien, en fait, de quoi j'avais besoin pour aller mieux. Parce que comme en fait, je me souviens que ce jour-là, c'était un samedi, il était parti aider sa sœur faire un truc, je sais plus quoi. Et du coup, il avait pris ma fille aînée. Et moi, je me souviens que ça m'avait fait chier, quoi, parce que du coup, j'étais seule de nouveau à la maison. Moi, j'avais le petit et ma deuxième, je crois. Et je me souviens que ce vide comme ça, je me sentais pas bien du tout, quoi. Et en fin d'après-midi, sa sœur m'écrit pour me dire vous venez au parc et tout, vous nous rejoignez. Et mon premier réflexe, ça avait été de dire non. Et non, j'avais gardé la grande et c'était la deuxième qui était partie avec lui. Et c'est ma grande qui me dit allez, on y va parce qu'on va voir les cousins et tout. Elle adore ses cousins et tout. Du coup, je me suis forcée à aller. Et en fait, cette soirée-là, ça m'a beaucoup aidée parce qu'il y avait quelqu'un et j'ai compris qu'il en avait parlé avec sa sœur parce qu'elle a dit un truc, je sais plus quoi, voilà, je sais plus ce qu'elle a dit exactement, mais j'ai compris qu'elle savait que j'allais mal et je me souviens de m'être sentir vraiment bien ce soir-là en fait, pour la première fois depuis des semaines. Et du coup, ça m'a fait comprendre que en fait, j'avais besoin des autres. Tu sais, la meuf hyper indépendante, j'ai besoin de personne, voilà et tout. Je sais pas ce que je criais sur les toits, mais j'étais comme ça. Oui. Là, j'ai dit putain, j'ai besoin des gens, en fait, pas m'en sortir seule, en fait. Et en fait, ça a été un déclic malgré tout, parce que du coup, après, je recherchais la présence des gens, parce que ça me faisait une respiration, quoi, tu vois, ça me faisait une pause dans toutes ces angoisses, donc je recherchais la présence des gens, et ça a été progressivement mieux après, tu vois. Donc après, on est parti en vacances et je me réjouissais énormément de partir en vacances parce que j'allais voir des gens. On allait dans la famille, donc j'allais voir des gens qui savaient. J'avais pas besoin du coup de le dire, donc ils savaient, c'était la famille, donc ils savaient que j'allais mal. J'avais pas besoin de le dire, mais en même temps ils étaient très choux, quoi. Voilà. Donc c'était vraiment, ça m'a fait vraiment du bien. Et puis ensuite, j'ai repris le travail. Et ensuite, quand on est revenu, j'étais de nouveau seule, donc ça allait de nouveau pas. Donc c'est vraiment les vagues. Là, les vagues ont commencé à ce moment-là, et ensuite il y a le travail qui a repris, et de nouveau j'avais des gens, quoi, tu vois. En fait, c'est vrai que c'est lui qui a créé le déclic de, il faut pas que tu sois seule. Et à partir de ce moment-là, j'ai cherché la présence d'autres personnes, et du coup ça a été progressivement mieux, quoi. Donc même si dans le quotidien, il a pas dit. Bouge pas, je fais tout. De toute façon, je pense que ça aurait servi à rien, en fait. C'est pas le fait de devoir faire à manger qui me dérangeait, quoi, tu vois. C'est un mal-être plus global, quoi. Un mal-être, ouais, c'est ça. Donc, en un sens, c'est quand même lui le déclic vers le mieux, quoi. Donc ouais. Mais finalement, je crois que c'est normal que ça vienne de lui, parce que la personne avec qui tu partages ton quotidien, qui te connaît surtout depuis aussi longtemps, je pense que c'est la personne qui me connaît le mieux. Donc en fait, c'était la personne la plus à même de savoir que j'avais changé. Donc oui, il m'a aidé quand même. C'est bien, c'est bien. J'ai envie de te poser encore, du coup, on aborde plein de sujets, c'est génial. Est-ce que tu penses, je te pose une dernière question avant de passer aux questions tradies du podcast, on va dire. Je pense aborder ce sujet dans un livre, ou c'est quelque chose qui te botte pas, qui te parle pas? Alors en fait, non, je pense pas aborder ce sujet dans un livre, mais pas parce que ça me parle pas ni que ça me botte pas, c'est juste parce qu'en fait dans les livres, je parle pas de la maternité.
je n'ai pas encore parlé de la maternité, parce qu'il faut jamais dire jamais, pourquoi pas. Tout simplement parce que j'écris de la romance, hein, c'est pas un secret. Et ce que moi j'appelle les fins bébés, j'ai jamais aimé. C'est-à-dire, et j'ai jamais été attirée par les romances où il y a souvent le schéma assez classique, c'est souvent le bébé surprise ou voilà un truc comme ça. Ça m'a jamais plu. Pourquoi? Enfin, alors pour une raison toute simple, je suis mère et pour moi, du coup, c'est pas du tout de l'amour, quoi. Okay. J'adore mes enfants, hein. C'est mes lumières, c'est toute ma vie. Sans eux, ma vie n'aurait aucun sens. Qu'on soit bien clair. Mais c'est pas romantique, quoi, tu vois. Je le vois pas du tout comme quelque chose de romantique. Pour moi, c'est mon quotidien. Donc en fait, du coup, ça m'attire pas du tout de lire des choses qui reprennent mon quotidien, quoi, tu vois. Okay, je lis pour m'évader, pour voir d'autres choses, pour réfléchir à d'autres sujets, etc. Du coup, j'ai jamais envisagé, parce que j'ai jamais eu l'idée, en fait, d'avoir une maternité dans un de mes romans. Donc, pour l'instant, non. Okay. Ouais, pour l'instant, non. Peut-être que si un jour j'ai une idée, je pourrais en parler, effectivement. Alors, sur le principe, ça me dérangerait pas du tout d'écrire là-dessus. Voilà. Okay. Ouais. Mais je crois que pour la même raison que ce podcast, je crois que surtout dans la dans la romance, parce que c'est ce que je lis le plus souvent, ça ouvre vraiment une porte pour aborder tellement de sujets de société. Et c'est pour ça que j'aime ce genre, parce qu'on va y traiter de la diversité de genre, de la diversité raciale. Enfin, on devrait. Ça, c'est mon objectif de vie. Mais on aborde aussi des questions de sexualité dans son ensemble, hein, divers genres de sexualité, divers pratiques de sexualité, divers comportements problématiques autour de ça, mais aussi grossophobie, racisme, enfin voilà. Plein de questions de société, troubles mentaux aussi, violence conjugale, violence familiale, etc. Donc oui, c'est clair, j'aurais aucun problème à en parler. Du coup, je pourrais m'appuyer sur plein d'expériences super chic. Ouais, exactement, c'est clair. Pour donner plein de volume à cette partie de l'histoire, quoi. Trop bien. Merci pour tout ça. Merci à toi. Avant qu'on termine, parce que j'ai pas fini avec ça, mais avant qu'on finisse, je voulais te demander si tu as des actualités, des prochains événements, des prochaines parutions, des projets sur lesquels tu travailles et surtout où est-ce qu'on peut te trouver pour te suivre. Alors, où est-ce qu'on peut me trouver sur mes réseaux sociaux? Je suis sur Instagram, TikTok, Facebook, Threads. Et j'ai un site internet, donc www.elisaalbertéautrice.ch. Donc là, on peut aussi me trouver, me contacter et me commander mes livres. On peut aussi les trouver sur Amazon. Et on peut me trouver dans le canton de Vaud. Quelque part. Je vais donner mon adresse, hein, mais avec des petits bouquetins. Voilà, avec des chamois. Des chamois, pardon. Gilbert et son équipe. Après, je crois que j'ai pas trop de trucs prévus jusqu'en novembre. Donc ouais, essentiellement sur mes réseaux pour me trouver. Je suis très facilement accessible. Et sinon, pas de date de parution, mais j'écris, on l'a, je crois, abordé vaguement. Donc j'écris en ce moment mon 7e roman. C'est juste que j'aimerais idéalement sortir cette année encore, mais je sais pas si je vais y arriver, donc voilà. Mais qui sortira, si c'est pas cette année, ce sera, je pense, début d'année prochaine, au plus tard. Et puis j'écris aussi une nouvelle pour notre... j'écris, c'est un bien gros mot. Je l'ai commencé, mais ça s'est arrêté là à ce stade. Donc, voilà. Une nouvelle avec le Gaélique. Et puis, voilà. Sinon, je publie régulièrement sur TikTok. Je suis la dame qui emballe sur TikTok. Qui emballe quoi? À vous d'aller voir. Super. En tout cas, il y a plein de jolies choses. Donc voilà, non, c'est vrai que je me suis pris de passion, je sais pas si c'est un bien grand mot, mais j'adore faire ça en fait, c'est hyper cool, pas emballer, hein. J'aime bien faire ça aussi, mais ouais, moi, monter des vidéos, tout ça, ce nouveau format, parce qu'avant sur Instagram c'était uniquement photo et texte, c'est vrai. Et c'est vrai que j'avais très très peu fait de reels, quoi. Ouais, je me suis pris, je prends énormément de plaisir à faire ça, je trouve ça hyper cool. Surtout, je pense principalement parce que j'ai beaucoup d'interactions comme ça avec les gens. En fait, j'ai vu qu'il y avait eu de la réponse en face, donc je pense que c'est ça qui est motivant.
Donc voilà, je fais beaucoup de vidéos comme ça, donc ça c'est cool. Donc voilà, mes actualités, elles sont pas transcendantes, hein, parce que j'écris, donc sur la phase d'écriture, t'es pas là genre wouhou, ça sort tous les 15 matins, mais ouais, j'écris et c'est un projet que j'ai depuis plusieurs années en tête et que j'ai retenu parce que j'avais d'autres trucs à écrire avant et que je suis pas capable d'écrire plusieurs trucs en parallèle, donc je me suis retenue et du coup il a beaucoup travaillé dans ma tête. J'aime cette histoire, donc voilà, c'est ça mon actualité du moment. Magnifique. Bien. Je mettrai tous les liens pour qu'on puisse te trouver. Merci encore infiniment. J'ai pas fini, hein. Il y a toujours 2 questions. Mais je voulais encore te remercier parce que c'est vraiment merci à toi. Un sujet, je trouve, qui englobe autant ta personnalité. Bien sûr, c'est pas pour rien que j'ai choisi toi pour en parler, mais aussi tout notre quotidien d'autrice, de femme, de maman, bien sûr. Donc, je trouve hyper essentiel. Et puis, je pense que l'épisode, il va parler à beaucoup de personnes. Vraiment, c'est le but, quoi. Et du coup, pour mes 2 dernières questions, la première, c'est plutôt comment se porte ta sentimentalité après notre échange? Comment tu te sens après cette longue interview? Je me sens super bien. Non, mais c'est vraiment pour ça que j'ai accepté sans aucune crainte de faire ce podcast. Mais je pense que les gens, ils osent pas trop aborder la question. Mais moi, j'ai absolument aucun problème à dire. Ça a été vraiment la merde après la naissance de mon 3e enfant. J'ai fait une bonne dépression postpartum. J'ai absolument aucun souci à dire aussi que j'ai perdu ma mère et que ça a peut-être un lien avec ça et tout. Enfin voilà, parce que de toute façon, c'est des choses qui sont arrivées. Donc en fait, et j'ai pas de honte. Et je crois que c'est peut-être ma forme de thérapie d'un côté. Et pourquoi est-ce que c'est ok pour moi d'aller même dans certains détails et tout parce que en fait, quand on le vit, on sait pas ce que c'est. On sait pas que ça vient de ça. Comme on l'a dit plusieurs fois, pour moi, c'était le stress. Donc, si quelqu'un d'autre vit des choses comme ça, peut-être ça va lui parler. Et c'est pas forcément en lien. Là, c'était en lien avec la maternité. Oui, parce que c'est tout ça qui a déclenché. Mais ça peut être en lien avec n'importe quoi d'autre. C'est-à-dire une dépression postpartum. Comme tu l'as dit, il y a le mot dépression dedans. Donc, des pensées obsessionnelles, des angoisses, de la perte de poids, d'appétit, perte d'entrain, de perte de vitalité, tout ça. C'est des choses qui peuvent arriver même en dehors d'une dépression postpartum, donc dans une dépression classique, entre guillemets. Et du coup, peut-être ça va parler à quelqu'un. Alors après, moi, je vais beaucoup mieux. Donc c'est plus facile aussi. Quand j'étais en plein dedans, j'aurais peut-être pas eu autant de facilité à en parler. J'en parle parce qu'il faut en parler, parce qu'il faut pas que ça reste tabou, parce que c'est comme les fausses couches, c'est comme les décès, c'est comme... tu vois, souvent les parents qui perdent des enfants, le pire qui peut arriver dans une vie de quelqu'un qui a des enfants, ils le disent beaucoup, ça m'avait marqué. Ils disent beaucoup, les gens, ils osent pas en parler, et je comprends totalement pourquoi ils osent pas en parler, mais en fait, quand vous en parlez, c'est triste, mais de toute façon, je suis triste H24, j'ai perdu mon enfant, en fait. Donc, je suis triste tout le temps, mais quand vous en parlez, ça montre que mon fils, ma fille, mon enfant, il a vécu, en fait. Il n'a pas vécu que dans moi, il n'a pas vécu qu'avec l'amour que je lui porte en tant que parent, il a vécu tout court, il existait, en fait. Donc, si dans 5, 6, 10 ans après le décès, vous en parlez encore, pour moi, ça va en fait me faire du bien parce que vous vous en souvenez, parce que voilà. Donc, c'est important. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est important d'aborder ces sujets-là. Il faut pas avoir peur de faire de la peine à la personne parce que de toute façon, en fait, la peine, elle est là quand elle a vécu un truc difficile. Moi, c'est pas en parlant pas que ça a été mieux, justement. Donc, c'est en mettant des mots dessus, c'est en voyant des gens, c'est en admettant aussi en moi-même que ça n'allait pas et que c'était pas normal. Donc voilà. Et indirectement, tu as répondu à ma 2e question que je te formule quand même puisque c'est la question traduite. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux sentimentalités de maman en postpartum qui nous écoutent? Parlez-en. C'est un peu ça le message. Ouais. Oui, carrément, parlez-en. Et puis surtout, ayez pas honte. Et vous n'êtes pas une mauvaise mère. Votre enfant vous détestera pas. J'en ai un qui est là en bas, qui en est la preuve. Vous allez rien casser, en fait. Et en fait, il y a que ce sentiment de c'est pas de votre faute et c'est pas une honte qui va vous aider à en parler. Donc, il faut vraiment lever ces deux aspects-là. Parce que si, en plus, tu as des sentiments comme ça, de honte et tout, ça t'enfonce encore plus, en fait. Donc, mais voilà. Mais effectivement, et je suis très d'accord avec toi, même si on est dans une situation où peut-être, justement, c'est pas bien d'en parler, ça a été ancré, en fait, dans notre façon de fonctionner,
il faut oublier ça, en fait. Il n'y a pas de honte à être triste, il n'y a pas de honte à être au bout du rouleau, il n'y a pas de honte à être pas bien, en fait. Et puis, en fait, il n'y a pas de honte à ressentir des trucs. Voilà, exactement. Et même des trucs pas bien, surtout des trucs pas bien. Exactement. C'est notre quotidien, ça fait partie du quotidien, tout comme la joie, tout comme voilà. Et ça fait partie de ce qu'on est aussi, en fait. Si on ressent pas des trucs négatifs quand il arrive des trucs négatifs, c'est ça qui est pas normal. C'est un petit peu pas normal, quoi. Ouais, c'est clair. Alors après, moi, je sais que je suis une personne très très sensible et honnêtement, j'ai pas envie de changer ça parce que j'ai pas envie de devenir quelqu'un d'insensible. Ouais, je crois que je veux pas. Je crois qu'en fait, ça me fait encore plus peur d'être quelqu'un d'insensible que de ressentir tout ça très fort tout le temps. Non, parce que ça fait partie de moi et je crois aussi ça enrichit tout. C'est aussi pour ça que je suis quelqu'un de créatif. C'est aussi pour ça que j'écris. Et c'est aussi pour ça que je peux écrire comme j'écris, tu vois. T'aimes ou pas ce que j'écris, mais que j'ai reçu quand même beaucoup de... Et ça, déjà, même avant, sur les premiers textes que j'avais écrits et que j'avais déjà fait lire une fois une co-stagiaire quand j'étais au tribunal, qui m'avait dit « Ah, tu sais très bien décrire les émotions, tu vois. Pour moi, c'est un atout. Parce que ça rend parce que je sais que je suis attentive aux autres et j'ai pas du tout envie de changer ça, quoi. Pour moi, c'est une des parties les plus importantes de moi, quoi. Donc, et je pense que ça l'a encore renforcé. Et c'est pour ça aussi que même si c'était très difficile, même si j'aurais aimé éviter passer par là, bah, j'ai pas de regrets quand même, quoi. Parce que ça m'a encore plus sensibilisée et puis j'ai pas forcément encore trouvé comment le mettre au service de la société. Mais en écrivant déjà, je trouve que c'est un joli, voilà. Enfin, en tout cas, un joli hommage à ça, quoi. Ça, c'est sûr. Très joli message. Bah merci pour tout. J'ai enfin fini voter de pour te moi poser pour les le prix questions. Nobel de la paix, si jamais. Oui. Mieux que Elon Musk, Mettre ma quand même. candidature. Ouais. Oui. Alors, honnêtement. Oui. À choisir, prenez les libertés. Je suis là. Merci pour tout. C'est un super cool Merci épisode. à toi. Et très chouette, du coup, je vais inviter les personnes à regarder un petit peu la description de l'épisode parce que je vais mettre tous les liens pour trouver Elisa. N'hésitez pas à laisser une jolie petite note de 5 étoiles sur le podcast et puis à continuer à vous abonner, à suivre. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sous l'épisode, mais vous pouvez aussi bien sûr laisser des commentaires sur Instagram, sur mon blog et puis sur le compte d'Elisa. Bien sûr, allez lui dire combien vous avez trouvé son intervention extraordinaire. Et sans ironie. Une abonnée de plus, juste pour écouter mon podcast, elle a dit. Voilà. Alors, je lui ai dit d'écouter les autres aussi, c'est vachement bien, mais... Non, mais je pense qu'effectivement, il y a pas mal de gens qui l'attendent et qui vont trouver beaucoup d'écho dans ce que tu as partagé avec C'est vraiment le but, quoi, parce que m'entendre parler, ça n'intéresse pas grand monde. Mais si, c'est passionnant. Mais si ça peut parler à quelqu'un, bah, c'est magnifique, quoi. Vraiment. Bien, ouais. Donc merci de me donner en fait cette plateforme, de m'avoir donné cette possibilité. Merci de parler en fait de ces choses-là, parce que je sais que tu n'abordes pas que la question de postpartum, dépression postpartum. Je sais que tu as abordé d'autres sujets avec. Je crois que tu as déjà interviewé 2 autres personnes, sauf erreur de ma part. C'est ça. Donc j'attends les podcasts que je vais écouter avec grand intérêt. Mais merci parce que franchement, ça fait une pierre de plus à l'édifice de sortir ces questions-là du tabou, du silence et tout. C'est plus il y aura de ce genre de plateforme-là, mieux ce sera. Voilà. Merci à toi. Et je le fais avec plaisir et avec du cœur. Mais je le sais. À bientôt. À bientôt. Alors, attends, je coupe l'enregistrement. Ouais. On peut continuer à discuter 5 minutes.